Bonne année 2026, chers auditeurs de la 96.3 FM for You Radio. Merci infiniment d'être avec nous. Dans le cadre de cette édition, vous suivez le grand talk de For You Radio. Vous nous regardez également à travers nos plateformes Facebook, YouTube et bien sûr notre application For You Media Africa. Merci d'être avec nous ce matin. Eh bien, le grand talk de ce jour vous propose les actualités suivantes. D'abord, on accueille, on va commencer par le Burkina Faso pour parler de cette tentative de coup d'État qui a été déjouée. Ibrahim Traoré échappe donc à un énième tentative de coup d'État. Nous en parlerons tout à l'heure, bien sûr, sur ce plateau. On va bien sûr simplement commenter, mais vous le savez également, l'analyse et les commentaires se font aussi à travers nos différentes plateformes. Cela nous aidera bien sûr à mieux approfondir la réflexion sur les différents sujets. Et puis le thème principal portera sur le Niger et le Bénin. On nous parle de tension. Niamey qui a donc décidé de rompre ses relations diplomatiques avec Cotonou. Eh bien, l'ambassadeur du Bénin au Niger est donc déclaré persona non grata. De ce côté-là, on rappelle quand même que quelques jours auparavant, c'est le Bénin qui renvoyait le personnel diplomatique nigérien. Eh bien voilà, c'est la réciprocité qui a été appliquée par le Niger. De toutes les façons, nous allons en parler, nous allons commenter une fois de plus dans cette grande cour du Grand Talk. Merci une fois de plus d'être avec nous. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur la 96.3 FM for You Radio. C'est votre émission de la radio, votre show, effectivement, sur For You, la 96.3 FM, votre média panafricain. Les deux thématiques, nous en parlerons tout à l'heure. Mais nous allons passer déjà le bonjour à Faron en Thérésis. Bonjour Faron. Bonjour Sikadoumbe, bonjour à tous et Chokran de nous recevoir chez vous. Merci infiniment. Fodmara qui est également avec nous. Il sera là dans quelques secondes. Mais avant, Guéné, bonjour. Bonjour à vous, c'est Kendoubé. Très bon début de semaine à tous. Merci beaucoup, Guéné. Bon début de semaine à vous également. Merci. Eh bien, nous allons avec vous parler du moins présenter les sujets de tout à l'heure. Dans le cadre du point sur l'actualité, deux thématiques, une en accueil et bien sûr l'autre en thématique principale. Une en accueil et l'autre en thématique principale. D'ailleurs, je pense que vous reviendrez d'ailleurs beaucoup plus en profondeur parlant de cette nouvelle tentative de déstabilisation déjouée du côté du Burkina Faso. Oui. À l'heure où nous entrons dans ce studio, ce qu'il faut déjà dire aux nombreux téléauditeurs, encore aux auditeurs qui nous suivent, est que les autorités burkinabées n'ont pas encore réagi officiellement sur cette tentative de déstabilisation, mais sur place, dans la nuit de samedi à hier dimanche, on a constaté, bien sûr, dans les rues de Ouagadougou ou encore de Bobo-Dioulasso, que les brigades de veille citoyenne sont massivement sorties. Tout à fait. Afin d'apporter leur soutien au capitaine Ibrahim Traoré, aux autorités de la transition de façon générale. À la question de savoir pourquoi, plusieurs sources nous ont dit que voilà, une tentative de déstabilisation venait à peine d'être déjouée. Alors, je pense que ce soir, nous allons d'ailleurs nous interroger pourquoi cette recrudescence de coup d'État, puisque depuis septembre 2022, le capitaine Ibrahim Traoré est la cible de plusieurs tentatives de coup d'État. On ne parle pas d'une première, on ne parle pas d'une deuxième, d'une troisième ou encore d'une quatrième, mais vous l'avez dit, on parle d'une énième tentative de coup d'État du côté du Burkina Faso. Alors, comment expliquer cette recrudescence justement de tentatives de déstabilisation de façon générale dans une région déjà frappée par une instabilité chronique? On a à peine digéré le coup d'État manqué du côté du Bénin en Afrique de l'Ouest, qu'on nous parle aujourd'hui d'un coup d'État manqué du côté du Burkina Faso. Au-delà de ce questionnement, plusieurs autres aspects devront être mis sur la table ce soir, puisque nous allons également interroger les instigateurs même, selon bien sûr plusieurs informations recueillies sur le terrain et plusieurs sources sécuritaires proches du dossier. Nous apprenons que des proches de l'ancien président de la transition, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo d'Amiba, seraient d'ailleurs
impliqué de très près et que c'est à partir du Togo, où il est en exil depuis septembre 2022, qu'il a monté justement cette opération. Alors, ce n'est pas la première fois que le nom du colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba revient dans une tentative de coup d'État. Déjà, en septembre 2022, on se souvient déjà que quelques mois seulement après avoir été renversé, on avait déjà annoncé qu'il avait essayé de revenir au pouvoir en procédant de la même façon. Alors, est-ce vraiment le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, ou alors faut-il voir en cette nouvelle tentative de déstabilisation une main étrangère? Il y a également quelques zones d'ombre qui persistent. Et il y a bien sûr le troisième questionnement que nous essayerons de mettre sur la table, revenant sur les dynamiques de façon générale au niveau de la sous-région de l'AES en particulier. Quelles implications ces événements peuvent-ils avoir justement sur la cohésion? On se rappelle justement d'un sommet ordinaire des chefs d'État qui sont réunis au mois de décembre dernier du côté de Bamako. On nous parle d'une tentative de déstabilisation du côté du Burkina Faso. Pour quelles implications de façon générale au sein de la Confédération? Donc, il y a plusieurs zones d'ombre qui entourent ce dossier et nous restons attentifs bien sûr à la communication des autorités parce que là, elles ne nous aident pas assez dans les analyses. Nous allons bien sûr aux côtés des invités qui seront sur le plateau alors à distance, essayer de parcourir de l'information, ou du moins essayer d'en ressortir les médias locaux également qui ont essayé, justement avant d'entrer sur le plateau, je suis tombé sur un élément très intéressant de nos confrères de la télévision nationale burkinabé, et selon ce que j'ai suivi, l'alerte aurait été donnée même à partir des réseaux sociaux par des influenceurs entre guillemets situés même hors du pays, c'est-à-dire ceux qu'on retrouve dans la diaspora. C'est eux qui ont lancé l'alerte, et le peuple burkinabé sur place sur le territoire, avec bien sûr toutes ces brigades de veille citoyenne, sont sortis massivement dans les rues. Alors, ce que nous observons, ça c'est un constat qui est dressé, c'est qu'à chaque fois qu'on parle de tentative de déstabilisation au Burkina Faso, il y a une certaine, il y a une symbiose, une cohésion, c'est-à-dire qu'on réussit à fédérer toutes les énergies autour des autorités actuelles. Il y a ce capital sympathie-là qui se crée à chaque fois et le peuple réaffirme son soutien aux autorités en place. Donc, c'est également un élément qu'on saurait négliger dans un moment d'incertitude comme celui-là, en attendant bien évidemment la communication officielle des autorités qui ne saurait d'ailleurs tarder. Donc, c'est ce qui fait, c'est ce qui fera l'objet de la thématique d'accueil de ce soir. Aux côtés de la thématique principale, vous savez qu'on se remet également à peine de l'intervention militaire américaine du côté du Venezuela. C'était samedi dernier. On en a parlé sur les antennes For You Radio, For You Télévision également. Samedi, vous étiez d'ailleurs à la tête, aux commandes d'une édition spéciale que nous avons organisée juste avant l'international. Il était question de traiter l'information à chaud, puisque dans la foulée, il y a également eu la conférence de presse du président américain Donald Trump, qui est venu exposer les raisons pour lesquelles il a décidé de frapper le Venezuela et d'exfiltrer Nicolas Maduro, qui sera donc jugé sur le territoire Venezuela. Alors, l'information a évolué à telle enseigne qu'aujourd'hui, nous sommes là à parler justement de la suite qu'il faudrait donner aux événements du côté du Venezuela. Sur place déjà, à Caracas, ce qu'il faut dire, c'est que le pouvoir est assuré aujourd'hui par la vice-présidente Delcy Rodriguez, qui assure l'intérim. Mais le scénario, ou du moins cet épisode vénézuélien, est loin d'avoir livré tous ses secrets, puisque quand on écoute le narratif américain, on a l'impression que nous sommes partis pour une longue ingérence américaine, puisque Donald Trump, dans sa communication samedi dernier, nous a dit qu'il va diriger une transition, qu'il va diriger cette transition jusqu'à trouver des autorités sûres qui pourraient éventuellement s'aligner sur les intérêts américains du côté du Venezuela. Alors, cette sortie a fait l'effet d'une bombe, parce qu'ils sont nombreux qui ne comprennent pas comment les États-Unis, du moins un président américain, peut-il prétendre aujourd'hui aller diriger un pays souverain. Mais rien de surprenant, parce que si Donald Trump a pu bombarder un pays souverain, entrer au Venezuela, enlever un chef d'État, donc ça ne surprend pas qu'il dise aujourd'hui qu'il va diriger ces transitions et surtout s'assurer que l'appareil étatique qui sera mis en place sera entièrement acquis, ou du moins sera à la solde des intérêts américains. Vous savez que le pétrole aujourd'hui est justement le nez gordien de cette crise-là. Alors,
Ce qui est également intéressant et qu'il faudra ressortir ce soir dans le cadre de cette émission du Point sur l'actualité, c'est que au-delà même du cas Nicolas Maduro, le président américain Donald Trump a également lancé un avertissement à celle qui assure actuellement la vice-présidente du Venezuela. Il lui a dit, si tu ne prends pas les décisions qui s'imposent, ou du moins qui vont... C'est une façon de le paraphraser, parce que quand on l'écoute, on a l'impression que c'est une menace à peine voilée. Donc, si vous ne prenez pas des décisions qui s'imposent, le sort qui vous sera réservé sera pire que celui de Nicolas Maduro. On a l'impression qu'en l'écoutant Donald Trump, c'est déjà un avertissement qu'il lance bien sûr à Delcy Rodriguez, aujourd'hui à la tête donc de l'État, au-delà de cette menace qu'il a lancée vis-à-vis de la vice-présidente du Venezuela. Il a une fois de plus réitérer sa volonté, bien sûr, d'annexer la Colombie, le Groenland ou encore le Cuba. Des questions lui ont été posées par rapport, bien sûr, à ces territoires juste après le Venezuela, en lui demandant c'est quoi la prochaine étape. Il a dit la Colombie est très mauvaise. Elle aussi, elle est dirigée par un homme malade qui aime produire de la cocaïne et vendre aux États-Unis. Il ne va pas faire ça longtemps. D'ailleurs, Donald Trump a-t-il laissé entendre. Sur le Groenland, il dit « Nous avons absolument besoin du Groenland », affirmant que l'île est actuellement encerclée par des navires russes et chinois. Trump a avancé que le Danemark ne sera pas en mesure d'y garantir d'ailleurs la sécurité. Selon lui, l'Union européenne a besoin que nous en prenions possession. Sur le cas de Cuba, il a été plus catégorique. Cuba est prêt à tomber. Il a par ailleurs déclaré qu'une intervention militaire américaine à Cuba serait vraisemblablement inutile, estimant d'ailleurs que le pays semblait prêt à s'effondrer de lui-même. Ce sont les termes qui ont été utilisés par Donald Trump. Donc, on comprend que il n'est pas rassasié de ce qui s'est passé du côté du Venezuela et que les velléités expansionnistes qu'il a affichées dès son retour à la Maison-Blanche devront s'accélérer dans les tout prochains mois, pourquoi pas les toutes prochaines années. Le cas de la Colombie, ça ne nous a pas surpris que dès les premières heures des bombardements du côté de Caracas, le président Gustavo Petro prenne les devants du côté de la Colombie et dénonce justement cette ingérence américaine. Il a compris, le président colombien, que la Colombie était également dans le viseur. Là, il parle de Cuba, le Groenland. Ça, on va dire, c'est pas nouveau, puisqu'il avait déjà, je me souviens que il y a quelques jours, il a nommé un envoyé spécial américain du côté du Groenland. Donc, il y a toutes ces velléités expansionnistes qui sont de plus en plus affichées et aujourd'hui, ils sont nombreux à se poser la question, ça sera quoi la prochaine étape après le Venezuela? Et cela nous interpelle parce que vous savez que quand on parle de tout ce qui se passe à l'international et qui touche particulièrement la géopolitique ou encore à la géostratégie, il nous est difficile de ne pas faire un parallèle avec le continent africain. Donc, nous allons essayer de ressortir, peut-être pas seulement les principaux enseignements qu'il faudrait tirer de tout ce qui se passe, du moins de cette attaque américaine du côté du Venezuela, mais nous allons également ce soir essayer de tirer la sonnette d'alarme, parce qu'au-delà de tout ce que nous pouvons dire, ce qui s'est passé du côté du Venezuela révèle l'urgence d'une véritable unité politique de notre continent. Et c'est un appel qui est lancé aux dirigeants africains qui nous suivent actuellement. C'est vrai, chacun d'entre eux est fier des souverainetés isolées que nous avons, des indépendances factices qui nous ont été accordées. Mais quand on voit ce qui s'est passé du côté du Venezuela, malgré les partenariats stratégiques que le Venezuela a pu nouer avec des puissances comme les États-Unis ou du moins avec des puissances comme la Russie ou encore la République populaire de Chine, on comprend clairement que quand les États-Unis décident de frapper, nos pays en Afrique ne peuvent compter que sur eux-mêmes pour se défendre. Alors individuellement, il leur sera très difficile de faire face à toutes ces menaces-là, d'où l'urgence d'une unité politique du continent qui, sur le plan démographique, constituerait bien sûr une force non négligeable. Puisque vous le savez, d'ici 2050, la population africaine représentera les 1/4 de la population mondiale. Donc sur le plan démographique, cela sera un poids à ne pas négliger. Sur le plan économique, on parle beaucoup de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale. À ce niveau également, on comprend qu'il y a une urgence précise, celle bien sûr de briser toutes les barrières qui nous ont été imposées par la colonisation et
d'accélérer, bien évidemment, le processus de mise en place de toutes ces intégrations régionales qui sont aujourd'hui souhaitées. Sur le plan sécuritaire, sur le plan diplomatique, il y a également une urgence, celle d'harmoniser une politique étrangère commune, diplomatique, ou encore sécuritaire, qui nous permettrait tous ensemble de mieux faire face à d'éventuelles agressions extérieures, qu'elles viennent des États-Unis ou encore d'autres puissances. Nous le savons déjà, on a des rapports, ou du moins des relations de coopération stratégique avec la Chine, avec la Russie, mais on a vu qu'au Venezuela, si nous sommes attaqués, ce n'est pas la Chine ou encore la Russie qui viendront nous défendre. Bien au contraire, il faudra qu'on essaie à notre niveau de définir une architecture de défense commune qui nous permettrait de faire face bien évidemment à toutes ces menaces. Donc, au-delà donc de tirer la sonnette d'alarme, il sera surtout également question pour nous ce soir de mettre sur la table cet impératif-là, l'urgence d'une véritable unité politique du continent qui nous permettrait bien évidemment de faire face à tous ces appétits, puisque ce qu'on ne dit pas assez, c'est que ce sont les ressources, les minerais critiques qui sont au cœur, bien évidemment, de ces velléités expansionnistes. Le cas de la République démocratique du Congo également, je pense qu'il faut également peut-être tirer la sonnette d'alarme de ce côté, parce que la RDC a récemment signé un accord stratégique sur les minerais avec Washington. Est-ce qu'il n'est pas temps de revenir justement sur cet accord en question? Bref, il y a beaucoup, du moins beaucoup d'aspects qui seront mis sur la table aux côtés de nos invités. Nous allons bien évidemment essayer de jeter un regard approfondi, une réflexion approfondie sur les derniers développements du côté du Venezuela. Donc voilà, à briefer en quelques minutes les grandes articulations de l'émission du Point sur l'actualité, qui sera officiellement la deuxième production de cette année 2025. Merci infiniment. 2026, pardon. 2026, merci infiniment, Nguéné. Et bien sûr, on vous retrouvera à 17h GMT, soit à 18h, heure d'Afrique centrale. Merci beaucoup. Et on rappelle également à nos téléspectateurs, vous pourrez bien sûr intervenir pour participer en direct à cette émission tout à l'heure, uniquement sur For You Media Africa. Merci. Eh bien, nous allons poursuivre, chers auditeurs, téléauditeurs et téléspectateurs du grand média panafricain For You Media Africa, avec notre émission de ce jour. Avant peut-être de parler, d'aborder les thèmes qui ont été de manière officielle arrêtés, j'aimerais quand même prendre l'avis de ceux qui m'accompagnent ici sur ce plateau en ce qui concerne l'actualité au Venezuela. Faron Anterizis, je pense que tu as suivi cette actualité du côté du Venezuela. Qu'est-ce que cela t'a inspiré, Faron? Un sentiment un sentiment quand même de stupéfaction, parce qu'en 2026 quand même, je sais pas si c'était fin 2025, début 2026, à l'ère qu'on est, qu'on en soit encore à assister à ce type d'action. C'est-à-dire qu'un président qui se lève et qui acte des bombardements dans un autre pays, dans un autre pays, et qui capture le président de ce pays-là, et avec force, injonction, menace et imprécation, sans que l'opinion internationale ne puisse lever le petit doigt. Alors, que font les instances internationales? Est-ce que définitivement Donald Trump est le gendarme du monde? Est-ce que définitivement il est le nouvel empereur mondial? C'est-à-dire qu'il peut se permettre de faire ce qu'il veut, et décider de qui va s'asseoir sur le trône ou pas. Mais derrière, quand même, ce sont des richesses. Et puis ça nous rappelle une parole dernièrement qui a été prononcée, selon laquelle, par exemple, je peux prendre le parallèle, que l'Afrique sera recolonisée, qu'elle le veuille ou non. Est-ce que cela est aujourd'hui en train de s'appliquer? Parce que si aujourd'hui les instances internationales, les puissances étrangères sont, dos au mur, sont-elles en train de casser le mur? Parce qu'une parole dit, lorsque vous êtes dos au mur, il faut casser le mur. Est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'avec ce qu'on vit aujourd'hui avec l'Europe qui commence à enregistrer des coupures d'énergie, parce que justement le Niger a décidé de couper son uranium qui alimentait ses centrales, est-ce qu'aujourd'hui, sous le fallacieux prétexte que le Venezuela serait par exemple un passeur ou un fabricant de cocaïne, il faut le bombarder. Alors aujourd'hui, on a peur, c'est-à-dire je ne sais pas si le terme approprié est de dire qu'on a peur, c'est-à-dire que est-ce qu'aujourd'hui on pourrait se retrouver un matin, est-ce qu'on pourrait se lever un matin avec des bombardements? Est-ce qu'on pourrait se lever aujourd'hui un matin au rythme des bombardements? C'est-à-dire que un pays pourrait se lever, un pays comme les États-Unis, enfin du moins un continent comme
comme l'Amérique pourrait se lever et bombarder un autre pays sous un prétexte bancal, comme quoi, oui, il y a l'héroïne, mais qu'en réalité, derrière, ce sont peut-être des richesses. Ça fait peur, ça questionne. Ça questionne effectivement parce que c'est une actualité effectivement que nous avons traitée durant tout le week-end et nous continuons d'ailleurs parce que Monsieur Trump nous donne les éléments et de toutes les façons on n'a pas le choix. On sait que le président américain a déclaré, il a décidé d'ailleurs les États-Unis vont gouverner dorénavant le Venezuela. Jusqu'à ce qu'il y ait peut-être un gouvernement de transition. Selon leurs critères. Oui, mais ce que ça veut dire, c'est que jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui serve nos intérêts, et bien c'est nous qui allons à partir de la Maison-Blanche régir, réguler, diriger et décider de ce qui va se passer dorénavant au Venezuela. Mais on va se questionner plus loin, Sike Doumbé. Est-ce qu'on n'est pas en train d'aller vers le chaos? Parce que on sait que la violence appelle la violence. Alors, je pense que le Venezuela... Et du côté du Venezuela, les populations et même les autorités sont en train de s'organiser. De se mobiliser pour la riposte. Pour une parce que Donald Trump a menacé la vice-présidente. Oui, qui occupe la transition. Voilà, oui. Et de ce côté-là, ils sont en train de s'organiser. Et malheureusement, un pays comme les États-Unis, ils vont organiser une guerre, ils vont créer une guerre du côté du Venezuela pour un pétrole qui appartient aux Vénézuéliens. Ça nous rappelle le Niger. En fait, les Américains estiment que le pétrole du Venezuela leur appartient. Parce que selon les Américains, à l'époque, il y a une réflexion qui a été menée comme ça sur For You Media Africa. À l'époque, ce sont les entreprises américaines. Voilà, parce qu'il faut rappeler qu'il n'y a pas que des chefs d'État nationalistes qui ont été à la tête de ce pays. À l'instar, par exemple, hormis, je vais dire, peut-être Hugo Chavez, qui, lui, à son arrivée, justement, a fermé ce robinet. Parce que avant, ce qui n'était pas du goût. Ce qui n'était pas du goût. Parce que les entreprises américaines, justement, avec cette priorité en ce qui concerne l'exploitation du pétrole. Alors, Hugo Chavez arrive et la donne change. Entre-temps, il y a des tentatives, effectivement, de coup d'État, voilà. Et puis Maduro, qui arrive également au pouvoir. Ce qu'il faut également dire, c'est que... vous l'avez d'ailleurs rappelé, en Guinée également, au cœur de cette affaire, c'est effectivement le pétrole, comme on le sait, le pétrodollar et tout. Et du côté du Venezuela, on achèterait, c'est-à-dire qu'en ce qui concerne le pétrole, les échanges, le Venezuela n'acceptait plus le dollar. Donc, on pouvait acheter l'euro. On allait donc là à une dédollarisation. Dédollarisation. Et lorsqu'on sait quand même que le pétrole, le Venezuela, aujourd'hui, représente environ 20% des réserves de pétrole. Ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien. Un seul pays. C'est énorme, en fait. Ce qui n'est pas rien. Je crois qu'il est premier, d'ailleurs, dans le classement. Donc, lorsqu'on a tous ces éléments-là, on comprend très bien. Et donc, vous voyez que les États-Unis, aujourd'hui, considèrent... En fait, dès que moi, directement, j'ai fait le parallèle avec ce qui se passe. Et je ne sais pas... Au Nigeria également. Au Niger. C'est-à-dire que... Sous le prétexte de dissensions entre chrétiens et musulmans, on prend le prétexte de bombarder. Alors qu'en fait, c'est parce que le Nigeria est en train de sortir du dollar. Tout simplement. Voilà. En Afrique du Sud... On dit les Blancs sont en train d'être martyrisés. Donc, ils sont expropriés. Du jour au lendemain, M. Trump va se lever, il va dire, moi, je vais délivrer, ou alors, voilà. Les Afrikaners. Les Afrikaners. Au Niger, la France accuse le Niger de vol d'uranium. Son propre uranium. Donc, aux États-Unis, les Américains accusent le Venezuela de voler leur pétrole. Alors qu'en réalité, derrière, en fait, c'est simplement que le Venezuela ne veut plus s'en laisser. Oui, c'est quand même assez choquant parce que quand on le vive, effectivement, vous l'avez si bien rappelé, qu'on le vive comme ça en 2026, au vieux au sud de tous, et qu'un dirigeant dise qu'il va, et d'ailleurs il continue de dire qu'il va continuer, il va poursuivre il a d'ailleurs ouvert l'exploitation du pétrole vénézuélien aux entreprises américaines. Donc, les entreprises américaines, dès aujourd'hui, peuvent donc retourner du côté du Venezuela, aller exploiter le pétrole vénézuélien. Et c'est peut-être important aussi de dire à nos téléspectateurs et téléauditeurs, on a effectivement vu des images des Vénézuéliens qui célébraient la chute, on va peut-être le dire comme ça, du président Maduro. Mais il faut dire, il y a beaucoup de manipulations. Pour la plupart, je ne vais peut-être pas dire totalement, mais au moins nous sommes certains à 99%. Pour la plupart, ce sont de vieilles vidéos.
C'est important de le dire. Donc c'est bien de mentionner que c'est de la manipulation. Oui. Hors du contexte, sont de vieilles vidéos. Donc il faut faire très attention aujourd'hui aussi avec l'intelligence artificielle. Peut-être qu'il y en a eu, parce que c'est normal, il y a une opposition. Il y a l'opposition dans un pays. Il peut avoir, mais ce qu'on nous a montré, ce qu'on a voulu nous vendre. Parce qu'il ne faudrait pas que les gens oublient, ou les Africains, ou voilà, les populations du monde. Il faut jeter un regard en Libye. Aujourd'hui, la Libye, depuis la chute de Kadhafi, parce que c'est ce qui s'était dit. On a dit Kadhafi était un dictateur, c'était un tyran. On avait même dit, on l'avait traité de tyran. Il était même traité de cannibaliste. C'est-à-dire que c'était allé jusqu'à ce niveau, très loin. Pour le dénigrer, pour le déstabiliser. Et pour justifier son arrestation, son assassinat. Voilà. Et on avait dit qu'il faudra libérer le peuple libyen parce qu'il faut une démocratie. Aujourd'hui, le peuple libyen. Et aujourd'hui, on voit la démocratie du côté de la Libye. C'est le chaos du côté de la Libye. C'est le chaos total du côté de la Libye. Donc, voilà, on sait également que la Chine et la Russie ont demandé d'urgence une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies. Bon, qu'est-ce qui va sortir de là ? On verra bien. Mais je voudrais quand même revenir sur la liesse, c'est-à-dire que la célébration de ces quelques Vénézuéliens, bon, quoi que ce fût de la, peut y avoir des manipulations. Voilà, de la manipulation, mais en admettant que, comme vous l'évoquez, c'est qu'il y a quand même des, parce que l'opposition, enfin, il y en a quand même dans toutes les démocraties. Et moi je dis, c'est quelques irréductibles qui manifesteraient leur plaisir à l'annonce de l'arrestation de la capture de Maduro. Moi je dis c'est une erreur parce que c'est même un scandale, parce que Maduro était quand même le dernier rempart contre l'impérialiste américain. Donc célébrer ça, je pense que c'est une vaste erreur. Je crois qu'ils auront largement le temps de s'en mordre les doigts. Et j'ai l'impression que, en fait, peut-être qu'ils se disent que maintenant que les États-Unis vont... Je pense pas, ou alors compte diriger le Venezuela. Ils se disent peut-être ils seront traités comme les Américains, ils auront les mêmes droits, peut-être qu'ils auront... ils pourraient passer les frontières, ils seront américains. Je crois qu'ils ne savent pas, ils ne connaissent pas très bien qui est M. Trump, parce que M. Trump, il n'y a que le pétrole qui l'intéresse. Ils auront largement le temps de savoir qui est... non la population vénézuélienne. Voilà. Ils auront largement le temps. Voilà. Fon Noira, est-ce que tu as un mot à dire? Bonjour. Bonjour, voilà. Puisque Tracy avait la parole, et puis c'est à elle que la parole a été adressée, j'ai laissé ce commentaire-là pour regarder un peu quelques infos. Alors, ce que je veux dire, c'est que nous voyons là clairement que nous assistons à une sorte d'impérialisme à ciel ouvert. Un impérialisme qui est patent, mais surtout ce qui dérange et ahurissant, c'est quoi? C'est que on a un homme qui est toujours dans la posture de se dire le gendarme du monde, qui a souvent semblé donner l'impression que avec lui les choses vont bien. Celui-là qui s'est passé pour l'homme de la paix, le rassembleur de tout et de signes, c'est lui qui est derrière des manœuvres pour mettre à mal les pays du monde aujourd'hui. Je crois que jusqu'ici, avant l'arrivée de Donald Trump, le monde n'allait pas bien. C'est vrai. Mais il y avait quand même un peu une certaine accalmie. Nous connaissions les problèmes qui ont toujours l'habitude de séjourner. Ces questions, toujours peut-être, on va dire que la France a eu à faire ci, tel pays a eu à faire ça, il y a la guerre au Soudan entre la RDC et le Rwanda, on va tout dire. Mais avec Donald Trump, on a assisté là à une forme, je ne vais pas dire de redestination ou reconfiguration du monde, mais le mal a pris davantage l'ampleur au moment où les gens pensaient peut-être qu'il devait avoir du souffle. Parce que lorsque Trump arrive, même si c'était une de ses actions au départ, quand il coupe peut-être l'aide pour le cas de l'Afrique, ça a été peut-être une motivation de dire que les pays africains doivent se prendre en main. Mais par la suite, Donald Trump a eu à engager un discours véritablement. Si nous étions au Cameroun, on devait dire que c'est le tribalisme. Mais son discours était un discours haineux. Haineux dans un sens où, quand vous traitez déjà un être humain d'une chose, d'une ordure, cela voudrait dire par là que cette personne, pour vous, elle n'existe pas, elle est comme de la poussière. C'est du racisme, tout simplement. Du racisme, tout simplement. Donald Trump ne s'est pas limité à cela. Donald Trump a non seulement tenté, mais Donald Trump a eu à montrer aux pays du monde que les États-Unis, ou du moins lui, Trump, il est l'homme. Parce que je voudrais me situer sur le discours qu'il a tenu la fois dernière. Il dit au peuple américain que
on disait que Donald Trump parle, mais voilà les faits qui sont là. Moi, j'ai réussi à le faire, l'exfiltrer, le capturer. Il va répondre de ses actes. Et aujourd'hui, c'est un message fort qu'est lancé au monde entier. Les États-Unis sont là. Cela voudrait dire par là que, comme nous sommes là ici aujourd'hui, on doit commencer à trembler, on doit commencer à avoir peur, parce qu'à tout moment, Donald Trump peut se lever tant que cela ne satisfait pas les affaires ou les intérêts des États-Unis. Donald Trump va se permettre de pouvoir entrer n'importe où comme il veut et quand il veut, à n'importe quelle heure, comme s'il était devenu effectivement ce grand patron-là, ce bandit de grand chemin qui à tout moment doit faire peur à tout le monde. On a vécu les effets récents au Nigeria, on est en train de vivre au Venezuela. Il y a également aussi cette action de vouloir, ça a commencé avec les prix notamment de la douane. Et laissez-moi vous dire que dans les dernières informations, Trump compte demander ou augmenter les frais de douane pour les pays qui vont aller acheter du pétrole russe. Donc, vous voyez déjà où l'homme est en train de se positionner. Et le cas du Venezuela est très clair. Le Venezuela est le premier pays au monde en termes de réserves de pétrole. Il compte pratiquement 303 milliards de réserves de pétrole contre 502 pour les États-Unis. Et Trump a dit de façon très claire, même lorsque la vice-présidente Rodriguez, elle a fait une sortie hier dimanche soir où elle disait que nous appelons les États-Unis à coopérer parce que il est important que nous puissions échanger des informations dans le cadre d'un développement. Trump, à son tour, dit que c'est plutôt lui qui demande à la vice-présidente de coopérer parce que sinon, elle risque de subir un sort plus difficile que celui qui a subi un sort pire que celui de Maduro. Oui. Et là, il indique de façon très claire que ce qu'eux, ils veulent, c'est quoi? C'est qu'ils veulent avoir le contrôle total sur les ressources minières, notamment le pétrole en premier lieu du Venezuela, pour aider le Venezuela à se construire. Non, le Venezuela est incapable de se construire. Avec du pétrole. Et je me pose la question, ce qui devient encore plus gênant, c'est que des uns et des autres ont l'occasion de se poser des questions aujourd'hui. Mais où sont ces grandes puissances-là qui sont des puissances alliées et qui, généralement, nous ont fait avoir un peu une sorte de sourire, qui a quand même un bloc qui peut faire face au précédent bloc qui était là aujourd'hui. Des communiqués, des sorties, il n'y a pas une action urgente qui est menée. Depuis qu'on appelle même à ce que le Conseil de sécurité des Nations Unies puisse se tenir sur pied pour voir, bon, de façon peut-être dans une forme de réunion, dire qu'on condamne les États-Unis. Rien n'est fait jusqu'ici. On peut comprendre la complexité aujourd'hui, c'est pour cela qu'il y a quand même des interrogations. La complexité de peut-être une réunion du Conseil de sécurité, on le rappelait tout à l'heure, la Russie et la Chine ont demandé cette réunion urgente, mais lorsqu'on sait également que les États-Unis occupent une place assez considérable, et d'ailleurs on le dit, ce que sont les États-Unis, leur voix porte assez au sein du Conseil de sécurité, mais comment appeler, comment demander une réunion du Conseil de sécurité lorsqu'on sait que les États-Unis, eux, déjà, sont en violation totale du droit international, font partie ou alors sont membres de ce Conseil de sécurité et savent pourquoi vous voulez d'ailleurs vous réunir, c'est-à-dire contre lui. Je pense que cette réunion, difficilement, elle va se tenir. Par là que donc, si comme vous venez de parler, je prends le cas, les membres du Conseil de sécurité doivent être unis et qui sont peut-être, s'ils sont 5 qui ont le veto, non? 5. Voilà le droit de veto. Il y a un qui n'a pas le droit de veto, vous avez 4 qui ont le droit de veto. Les 5 ont le droit. Non, je veux dire que sur les 5, d'accord. Il y a un dans les États-Unis qui mais vous ne sont pas d'accord. Mais Fondara, tu oublies la France. Non, ça veut dire que la France fait partie des 5 non. Voilà, et donc, bon, la France aussi va dire non. Il y a les États-Unis. Mais Emmanuel Macron a soutenu ouvertement le président Trump. Mais ça ouvertement. Ça ne vaut pas la peine avec il a fait une déclaration fracassante. Je comprends pourquoi l'Union européenne, en réalité. Oui, ouvertement. Parce qu'ils pensent qu'ils vont pouvoir bénéficier, comme ils sont en mal aujourd'hui, à partir peut-être de la posture. Mais ce que je voudrais dire par là, c'est que l'une des actions que les autres blocs aujourd'hui, sinon peut-être le bloc des BRICS, qui pouvait être une certaine fois, au moins sur une force ou une mesure dissuasive, telle qu'on est en train de vouloir refaire le coup à Rodriguez ou encore au Venezuela, pendant que le peuple vénézuélien est en train de vouloir s'organiser comme un seul homme, il faudrait que la Russie, il faudrait que la Chine, il faudrait que l'Iran, si possible même la Corée du Nord et le Brésil qui est là à côté, doivent dire que ça doit cesser. Parce que c'est quand même incroyable. Vous imaginez si Kendoumbe, comme nous sommes ici là au Cameroun, disons même que, prenons un cas très simple, on va dire que le président Biya, vraiment, c'est un président qui est légitime. Parce que le mot qu'ils utilisent, président illégitime.
les gars viennent, ils entrent dans votre pays, ils capturent votre président. Non, ils kidnappent votre président dans la nuit. Et moi j'ai vu, c'est-à-dire qu'on enchaîne un chef d'État. Oui. Les mains et les pieds sont liés. On l'arrête comme un vulgaire brigand. Un vulgaire bandit. On commence à le conduire. Et ils vous disent que désormais, votre maison, on a d'abord dit que désormais, c'est moi qui gère votre maison. Ne nous casse pas la non, table, non, vraiment, excusez-moi. Tu es fâché. Oui. Ne te fâche pas. Parce que les gens, il y a certaines personnes qui veulent faire parfois une comparaison avec l'opération spéciale en Russie. La Russie, c'est-à-dire qu'il y a une procédure différente. C'est un truc respecte même d'ailleurs le droit international. Le droit international. Parce que imaginez, effectivement, pardonne-moi à fond, imagine si les États-Unis étaient à la place de la Russie. L'Ukraine n'existerait plus en ce moment. C'est que Zelensky qui est là, c'est qu'on aurait fini avec lui. Finalement, on se rend compte que M. Poutine, mais il est très calme. Il est humain, il est patient. Il est patient. Et il respecte d'ailleurs le droit international. Le droit international. Poutine qu'on accusait de ne pas respecter ou alors de violer. Où est cette Union européenne aujourd'hui? Mais je vous assure. Qui accusait Poutine de violer toutes les règles du droit international. Qu'est-ce qu'on va dire aujourd'hui de Donald Trump? Qu'est-ce qu'on va dire? Mais tu as bien fait de relever, tu as pris cet exemple par exemple du côté du Cameroun. Moi je vois je vois deux points. Premier point par exemple, on dit au Cameroun, puisque monsieur Trump lutte contre le terrorisme, le narco et nanani nanana, d'accord, le nord du Cameroun aujourd'hui, on sait ce qui se passe. Oui. Même s'il faut quand même tirer un coup de chapeau à nos forces de l'ordre, à notre armée, qui se bat nuit et jour pour repousser l'ennemi. Ça, il faut encourager. Alors, M. Trump peut décider, il peut dire, les chrétiens sont tués au nord du Cameroun. Vraiment, il faut que j'aille sauver les chrétiens. Oui. Et puis, il va arriver, il va bombarder. Et on va être là, on va regarder, parce qu'il a estimé que les chrétiens sont tués, ou alors parce qu'il a estimé, tout comme il a fait au Nigeria, que non, les groupes armés sont là-bas. Et donc, il faut que j'aille bombarder. Mais cela nous rappelle, cela devrait également, pour ma part, nous permettre de tirer certaines leçons. Peut-être, beaucoup ne seront peut-être pas d'accord avec ça. Mais c'est mon point de vue. Et je l'assume d'ailleurs. Nous qui sommes toujours en train d'appeler la communauté internationale lorsqu'on a des problèmes en interne, qu'on pouvait régler, au sorti d'une élection présidentielle, au sorti de ceci, lorsqu'il y a un problème, que les États-Unis viennent, non, que la France vienne, vraiment qu'ils viennent. Je ne sais pas si on se rend compte de ce qu'on veut, de ce que nous sommes en train de faire lorsque nous appelons ces dirigeants ou ces puissances-là à intervenir chez nous. Lorsque nous prenons, nous vilipendons nos États aujourd'hui, que ce soit à travers les réseaux sociaux, nous traitons nos dirigeants de dictateurs, d'assassins, et ainsi de suite, ainsi de suite. En fait, nous donnons le bâton. Pour nous faire battre. Pour nous faire battre. Nous donnons le fouet pour nous faire fouetter. En fait, c'est ça le problème. Et malheureusement, on a vu certains dirigeants, non, je ne peux pas dire dirigeants, certains hommes politiques, on va dire comme ça, ou alors la société civile africaine, aller à la rencontre de ces puissances occidentales pour se plaindre d'une certaine situation dans leur pays. Mais est-ce qu'ils vont pouvoir gérer le retour? Parce qu'il faut qu'ils sachent que quand ces puissances vont venir s'installer, eux-là, ils ne seront plus rien. Non, ils pensent ils ne seront plus rien du tout. On va leur dire ok, vraiment, voilà. Nous sommes avec vous. Pourtant, donc, en fait, c'est ça. Ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui, vraiment devrait nous permettre, nous demander, nous amener à tirer de grosses leçons et aussi savoir que oui, on va tisser effectivement des alliances, mais avant de compter sur les autres, il faudrait d'abord qu'on s'arme, qu'on compte sur, voilà, il faudrait qu'on investisse sur nous-mêmes avant de compter sur les autres, parce qu'eux ici ils ont leurs autres alliances, et qu'on apprenne ils ont leurs autres problèmes, et qu'on apprenne à faire en sorte que qu'un conflit soit résorbé avant qu'il ne prenne des proportions qui pourraient nous pousser à demander une intervention étrangère. Encore qu'une intervention étrangère. Comment? C'est-à-dire que ça coûte toujours quelque chose. Ce qui se passe, ce n'est jamais d'ailleurs, gratuit. Ce sont des violations. Intervention étrangère, ça peut être sous l'égide, on peut dire quoi? Peut-être des Nations Unies. Oui. Mais qu'un État se lève et dise qu'ils viennent bombarder, ils viennent kidnapper votre président, quand même, il faut le faire. Il faut quand même le faire. Il faut le faire.
Le monde n'est pas droit, le monde n'est pas juste, et nous venons de le constater. Et quand on dit encore que les États-Unis sont le poids fort, le maillon fort du Conseil de sécurité, voilà, et vraiment ça ne vaut pas la peine. Hein. Non, je vous assure. Mais moi, je pense que, je ne sais pas, je ne comprends pas quand même à un moment donné, hein, dans l'histoire, comme peut-être on le dit souvent, peut-être parce que nous n'occupons pas ces fonctions présidentielles, on ne peut pas comprendre un certain nombre de choses. Peut-être, mais qu'on nous permette au moins de dire ce qu'on pense. Je pense qu'à un certain moment, il faut savoir prendre position. Clairement. Oui. Au moins dénoncer. C'est-à-dire que oui, nous, États africains, on ne peut pas dire qu'on peut déjà aller en guerre avec les États-Unis, ça c'est vrai. Mais il faut savoir au moins prendre position. Une situation pareille, vraiment, il faut... Vous n'êtes pas à l'abri, vous comprenez que vous n'êtes pas à l'abri et vous ne pouvez pas vous taire. Les ambassadeurs américains qui sont dans nos États ne doivent pas être confortablement assis comme ça. Il n'y a que 2 pays africains qui ont réagi. Le Mali. Mis à part les pays de l'AES sont réagi. D'emblée, on connaît. Mais c'est ça un État. Il y a le Ghana qui a eu à réagir. Le Ghana a réagi et l'Afrique du Sud. Mais c'est ça. On aurait d'ailleurs déjà commencé à condamner les dernières frappes des Américains. Par exemple. Le Nigeria, on aurait dû commencer par là. Il y a eu un mutisme total. Oui. Voilà. L'Union africaine a réagi. L'Union africaine aussi a réagi. Mais l'Union africaine avait réagi au Nigeria, oui. Oui, mais qu'il fallait que, vraiment, que, elle n'était pas contente des frappes. Mais pas tant que ça. Il y a la RDC, justement, qui demandait à l'Union africaine, à travers sa ministre des Affaires étrangères, Kayi Kwamba Wagner, qui disait qu'il fallait que l'Union africaine prenne clairement position, par exemple, dans le conflit qui oppose la RDC, enfin, du moins, qui oppose le Rwanda à la RDC. Et on espère justement que l'Union africaine va faire une sortie, va faire quelque chose. Et bien, je crois quand même que le mutisme fait plus mal que... parce qu'en fait, ce n'est pas tant celui qui ne fait rien lorsque vous avez un problème, c'est celui qui se tait en fait. C'est celui qui choisit de regarder, de détourner la tête lorsque vous êtes en danger. Parce que ce qui arrive, il y a un proverbe bantou qui dit que ce qui arrive à la chèvre peut arriver au mouton. C'est-à-dire que la corde qui a servi à serrer le cou de la chèvre peut servir également à serrer le cou du mouton. Donc je pense qu'on aurait dû quand même prendre position pour le Nigeria, parce que le Nigeria, c'est quand même, il y a quand même un brassage entre le Cameroun et le Nigeria. Il y a plein de Nigérians qui sont au Cameroun, il y a plein de Camerounais qui sont au Nigeria. Ce sont 2 pays frères, on aurait dû prendre position, comme on est en train de le faire ici. Heureusement que nous sommes là pour prendre position et pour dire que les faits qui se sont produits ne sont pas normaux, ils sont inhumains et que cela devrait cesser, que cela ne devrait plus se répéter. Et comme disait quelqu'un, Donald Trump n'a pas été voté par le peuple américain, parce que je ne crois pas qu'au fond, c'est les peuples peuvent vouloir une chose pareille, mais il a été voté par les grands électeurs, des gens qui sont focalisés sur le business et sur le pouvoir. Ceux qui décident dans l'ombre. Le goût du pouvoir, ceux qui décident dans l'ombre. C'est ceux-là qui ont voté Donald Trump. C'est comme ça que les élections se passent aux États-Unis, malheureusement. Et puis, c'est aux grandes dames, vraiment, que nous vivons cela. Merci pour voilà vos différents commentaires. Martin, qu'est-ce qui se passe avec la connexion? Nos téléspectateurs se plaignent. Le direct sur YouTube s'est interrompu d'après un message des téléspectateurs. Alors d'accord. Est-ce que c'est possible de relancer? D'accord, pour notre téléspectateur qui nous a laissé ce message, voilà, le direct sera, on va relancer le direct sur YouTube, mais je pense que sur Facebook ça continue. D'accord, sur Facebook et notre application For You Media Africa, vous pouvez nous retrouver une fois de plus. Vous suivez le grand talk de For You Radio, Facebook, YouTube, notre application For You Media Africa. Donc ne vous inquiétez pas, sur YouTube dans quelques instants, le direct va être relancé. Eh bien, nous allons donc aborder l'un des thèmes de ce matin, direction le Burkina Faso. Alors, on parle d'une tentative de coup d'État déjouée du côté du Burkina Faso. C'est vrai qu'il n'y a pas encore d'informations officielles, voilà, les sources
officiels, pas des autorités. Mais ce qu'on sait avec les informations que nous avons ça et là, les médias locaux, il y a quand même des militaires qui ont été arrêtés et qui sont en train d'être interrogés. On sait également que les regards sont tournés vers Damiba, ce que certains disent, l'ancien président qui est donc en exil du côté du Togo. Mais moi, la question que j'aimerais quand même me poser sur la table ce matin à propos, c'est que si M. Damiba, parce que je pense effectivement que Damiba, il peut être derrière ce coup d'État, mais ce n'est pas lui qui tire les ficelles. Parce que pour moi, Damiba, c'est encore trop petit pour aujourd'hui, le Burkina Faso d'aujourd'hui, pour ce que Ibrahim Traoré représente aujourd'hui. Ce que Ibrahim Traoré représente aujourd'hui, ça va au-delà du Burkina Faso, en fait. On sait que ça touche à l'intérêt non seulement du Burkina Faso, mais de l'AES et même de l'Afrique tout entière. Donc, Damiba ne peut pas porter cette charge-là seule. C'est pour cela que je pense que derrière Damiba, il y a autre chose. Si jamais il est même d'ailleurs impliqué. Même si on nous dit qu'il y a des fuites, il y a des écoutes, des conversations entre Damiba et certains militaires qui ont fuité. On essaie encore, au niveau de la rédaction de For You Media Africa, d'authentifier ces vidéos, alors ces audios, parce que vous savez, il y a beaucoup, il y a l'intelligence artificielle, il y a plein de choses. Donc, lorsque ce sera authentifié à notre niveau, effectivement, nous ferons le plaisir de partager cela avec vous. Je voudrais réagir, mais si M. Damiba est derrière cette tentative de coup d'État déjoué, sachant qu'il est au Togo, vous ne pouvez pas préparer un coup d'État dans un autre pays et les autorités de ce pays ne sont pas au courant. C'est pour ça que je me dis que ce serait très difficile que ce soit Damiba, sauf si le Togo est impliqué, parce que en tant que déjà ancien militaire, vous êtes ancien président. Et vous êtes dans un pays. Vous êtes dans un pays étranger, on vous surveille quand même un peu. Vous êtes extrêmement surveillé. On vous surveille, c'est clair. Extrêmement surveillé. Donc vous ne pouvez pas opérer, préparer un coup d'État à partir d'un autre pays sans que au moins les autorités du pays ne soient au courant. Ça veut dire qu'on peut préparer un coup d'État contre le Togo aussi, comme ça. Donc en fait, soit ce n'est pas Damiba, soit c'est Damiba, mais en complicité, je ne vais pas dire avec le président togolais, parce que lorsqu'on regarde même la démarche de M. Faure, il n'est pas, vraiment, c'est pas son truc. C'est pas son truc, les déstabilisations et autres. On peut lui reprocher tout ce qu'on peut lui reprocher, mais c'est pas son truc. Maintenant, l'entourage parce qu'il faut quand même être à un haut niveau pour traiter avec M. Damiba, pour tenter de déstabiliser le Burkina Faso. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que quand vous allez essayer de faire tomber le gouvernement de ce côté-là, il faut vous replier. C'est du côté du Togo, effectivement, que vous allez vous replier. Mais ça veut dire qu'il y a forcément des complicités en interne sur le territoire togolais. Donc moi, c'est la question, lorsque j'ai vu cette information, je me suis quand même posé cette question. Alors, je vais réagir avec deux cas. Un cas où potentiellement le président Paul-Henri Sadao Damiba pourrait être impliqué, et puis dans l'autre cas où il ne pourrait pas être impliqué. Alors, dans le cas où il ne pourrait pas être impliqué, parce que c'est ça ma première position. L'autre, c'est une position là où qui peut advenir, parce qu'on ne sait jamais, quelqu'un peut changer de posture. Alors, j'avais suivi il y a quelques temps, ça ne date pas d'un mois, c'est vrai que c'était l'année dernière, une interview du président Damiba. Le président Damiba, quand il parlait du Burkina actuel, il n'était pas dans une posture de confrontation. Il n'était pas dans une posture où quelqu'un qui avait une sorte de rage vis-à-vis des autorités. Il disait plutôt que là où il est, si des possibilités lui permettent de rentrer au pays, il va rentrer pour une collaboration. Tout à fait. Parce que c'est toujours normal de rester dans son pays que de rester à l'écart. On est mieux chez soi. On est mieux chez soi. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point également, c'est que, effectivement, ce que Siké vient de dire, le président Faure,
parce qu'il est président du Conseil, même s'il n'est plus président de la République. Oui, il détient toujours les ficelles. C'est même lui qui gère la politique. Tout à fait. Quand on regarde son action, c'est quelqu'un qui a toujours été présenté, du moins par une frange, je vais dire comme ça, des Africains, ou encore par certains intelligences togolaises, comme étant, ayant la volonté de vouloir l'entrée du Togo au sein de l'AES. Je crois que plusieurs fois cette question a été posée. Alors, je me dis clairement que M. Faure Gnassingbé, même s'il a eu à utiliser ses manœuvres à lui pour rester au pouvoir, aujourd'hui, dans l'optique quand même qu'il a, c'est que il voudrait que le peuple togolais soit un peuple qui soit grand. On a toujours des manœuvres qu'on fait qui ne sont pas toujours faites, parce que avec la nouvelle gestion, je ne suis pas son défenseur, mais j'ai eu à voir quelque chose. Aujourd'hui, c'est le Parlement qui doit décider de ce qui doit être fait, même si le Parlement est dominé par son parti politique. Oui. Alors, Faure Gnassingbé, qui souhaite faire son entrée au sein de l'AES, et Faure Gnassingbé, qui est en train de poignarder l'AES dans le dos. C'est contradictoire. C'est tellement contradictoire que je ne vois pas cette affaire. Et je ne pense pas qu'effectivement qu'un coup d'État peut se tenir sur le territoire togolais et que lui, le président, ne soit pas informé. Donc, le premier point que je vais indiquer, c'est que Damiba, je ne vois pas comme quelqu'un. Maintenant, s'il a eu à été, on aurait peut-être, c'est dit que bon, on peut peut-être tenter de le contacter. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'un ancien chef d'État, il a toujours forcément des soutiens. Il a des éléments. Des éléments au niveau du Burkina Faso. Oui, donc, même au sein de l'armée. Au sein de l'armée, donc ça ne manque pas. Il doit toujours voir, parce que c'est quand même un ancien président, donc il y a toujours forcément quelque chose. Et il aurait peut-être, donc dans certaines discussions, on est passé par le pour dire, ok, est-ce que, parce que s'il y a quelqu'un militairement qui pourra le faire directement au niveau du Burkina, ça peut être lui. Ok, est-ce que tu penses que tu as tous des hommes fidèles pour une certaine discussion? Mais ça ne vient pas de lui. Je pense que l'hiver noir qui a été évoqué par Ibrahim Traoré, c'est d'où c'est en train de venir. Et puis, un hiver, la neige ne vient pas directement à tomber. Ça commence toujours par des petits vents, ça commence toujours par de la pluie. Avant, toutefois, maintenant que vous vous rendez compte que vraiment, là, nous sommes en période d'hiver. Et qu'il y a une forte neige qui s'abat. Et ce sont des manœuvres qu'on est en train d'utiliser pour essayer un peu de jauger. Est-ce que vraiment le gouvernement burkinabé là, est-ce que ce qu'il dit là, est-ce qu'on peut essayer de faire quoi que ce soit? Donc c'est dans ce cas-là. Mais Damiba pourrait être tout simplement un élément qu'on a utilisé, mais en ce sens qu'il soit l'instigateur d'un coup d'État ou bien d'une déstabilisation des autorités burkinabées en ce moment. Oui. Je vous assure, je ne crois pas. Je ne bois pas son caddie, mais je ne crois pas. Très bien. Eh bien, moi je voudrais revenir sur le C-130 qui a survolé illégalement le territoire burkinabé. Et en cela, je te rejoins. Parce que c'était des tentatives, c'était des coups d'essai pour voir si l'adversaire, pour voir si la cible est droite dans ses bottes, si la cible est bien outillée. Déjà que lorsqu'on parle de cette soupçon de coup d'État, il y a eu une tentative de neutralisation des drones. Quand on sait que les drones sont ces appareils qui sont très sophistiqués, qui se chargent du renseignement, de la surveillance, à faible ou à plus ou moins faible portée ou plus forte portée. Et donc, si on essaie de déstabiliser, de neutraliser les drones, ça veut dire que non seulement l'attaque était sérieuse, mais donc il faut pas la banaliser. Maintenant, est-ce que le C-130 qui a été forcé d'atterrir, qui venait du Nigeria, ne serait pas une sorte de cheval de Troie? On cache une menace, on fait une sorte d'esbrouf, on fait un premier jet, une première tentative pour voir votre capacité à réagir à une attaque imminente, qu'elle soit endogène, qu'elle soit exogène, qu'elle vienne de la mer, du ciel, du désert, et même à l'intérieur du palais. Parce que, je crois que vous l'évoquiez, il y a toujours des traîtres partout, il y a toujours des opposants, toujours des résistances un peu partout, lorsqu'on évoquait le cas du Venezuela. Bon, ok, que Damiba ne soit pas principalement l'instigateur, mais il pourrait être un des pions. Oui.
Bien sûr. Peut-être qu'on lui a... Oui, il pourrait être un des pions, mais il n'a pas la capacité, il n'a pas la puissance de feu à lui tout seul. Voilà. Parce que justement, le Burkina Faso aujourd'hui, parce qu'à la tête quand même, c'est quand même un militaire également. Oui. Donc les stratégies, ils les connaissent tous les deux. Traoré connaît les stratégies, Damiba également. Mais sauf que pour l'instant, c'est quand même Traoré qui est aux commandes. Donc ça veut dire que le renseignement est plus pointu. Ouais. La puissance de feu est plus pointu. Bon, Damiba aujourd'hui, qu'est-ce qu'on lui a proposé? Si admettant qu'on lui peut-être qu'on lui a dit ok, bon, c'est bon, voilà, tu es ici, mais est-ce que ça te dirait de retrouver le fauteuil présidentiel? Ça te dirait oui. C'est tentant. Il pourrait, oui, c'est tentant. Tout le monde aime le pouvoir. Il n'y a que moi qui n'aime pas le pouvoir. Voilà, enfin, tout le monde aime le pouvoir. Mais peut-être que certainement on a dû lui proposer quelque chose et lui dire bon, voilà, écoute, est-ce que ça te dirait de revenir? Oui, alors voilà, comment est-ce que tu peux, mais à lui tout seul. Et puis, je suis d'accord effectivement que si c'est lui qui en est le principal instigateur et que le Togo n'en soit pas au courant, que le Togo n'en sache rien, ça me surprend quand même. Parce que le renseignement est quand même tellement élevé, tellement pointu à la tête quand même. On peut dire que le Togo a été informé et puis dans de chancellerie à chancellerie, le Togo a eu à informer le Burkina de surveiller de près le président Damiba. Ah bah oui, voilà, vous me le surveillez celui-là. Peut-être échange de renseignements. Oui, peut-être à ce niveau. Oui, c'est peut-être pour cela que le coup d'État a été déjoué. Et moi, à la place des autorités togolaises, je renvoie M. Damiba. Soit je le chasse de mon terrain. Parce qu'il pourrait être un danger. Parce que tu as un problème, en fait. Tu empiètes les relations entre mon pays et les États de l'AES, ou alors et mes voisins. Donc, moi, j'ai accepté de te prendre chez moi, et puis tu organises ce genre de choses, je te demande, bon, pardon, va te débrouiller ailleurs. Normalement, moi, je pense que c'est ce que le Togo mais est-ce que ça ne remettrait pas justement en mal ce principe de... est-ce que je pourrais dire de... Non, le terme m'échappe un peu. D'accueil, d'hospitalité. Mais l'hospitalité voudrait justement que lorsqu'on t'a accueilli, mon pays ne sert pas de base arrière. Justement pour déstabiliser un autre État, ça c'est un problème. Un État dont je voudrais intégrer la Confédération. Je vous laisse m'appuyer, elle va continuer. On a eu un cas récent de quelqu'un qui s'est proclamé vainqueur d'une élection au Cameroun. Il allait en Gambie, non, en Télé-6, je dis des faits qui sont vrais. Il allait en Gambie, on ne savait pas là où il était, mais quand il a voulu commencer à déranger, le gouvernement gambien est sorti pour lui dire, monsieur, stop. Ta voiture. On ne veut pas ça ici. Oui, on ne veut pas ça ici. Ici, voilà comment tu dois être, voilà comment tu dois être. Si tu t'engages encore à continuer, ça va risquer d'aller à autre chose. C'est aussi simple que ça. Donc, et puis après, le Burkina Faso, parce qu'il faut quand même le dire, le capitaine Traoré a déjà été victime de plusieurs tentatives 2022, de coups d'État. Et il y a même certains putsch ou alors tentatives de putsch qui n'ont pas été communiquées. Il y en a tellement. Donc, je crois que cet énième coup d'État avec les réseaux sociaux, avec la diaspora, avec la population burkinabé, bien, nous avons été informés, même si on le dit, on espère en tout cas que dans les prochaines heures, on aura les informations, parce que c'est toujours bien d'avoir ces informations, des sources sûres, c'est-à-dire des autorités burkinabé. On connaît quand même, on sait que le gouvernement burkinabé, on est habitué à ces communiqués, donc nous sommes certains que forcément, dans les prochaines heures, les autorités, elles vont communiquer là-dessus sur ce qui s'est réellement passé, qui est-ce qu'on soupçonne, ou alors qui est derrière, combien de militaires ont été arrêtés, l'exploitation de ces militaires, qu'est-ce que cela est en train de donner, quelle information est-ce qu'on a déjà en notre possession, et bien sûr nous ferons le plaisir, parce que nous aimons ça. Nous aimons commenter ce type d'actualité. Quand on arrête les méchants, là, nous, on aime ça. Oui, ça nous plaît, on est content. Oui, ça nous plaît. Ce sont de bonnes informations. Et nous, on se fera le plaisir de commenter, recommenter, critiquer et analyser. Je pense que la prochaine attaque, si jamais il y a une attaque, parce que je souhaite fortement et fermement que l'hiver noir, dont a parlé le président burkinabé, passe et que le printemps revienne avec ses hirondelles, que le beau temps revienne. Et si la première attaque est venue, enfin la dernière attaque qu'on a évoquée avec le C-130 nigérian, c'était une attaque aérienne. Aujourd'hui, avec cette tentative entre le 3 et le 4 janvier dernier, était terrestre. Oui. Est-ce que la prochaine attaque ne viendrait pas, est-ce qu'elle serait pas maritime?
Je pense plutôt qu'André, peut-être pour vous rejoindre, difficilement quand même, on peut atteindre le Burkina par la mer, parce que c'est un pays qui est enclavé à ce niveau-là. Je crois que les gars sont en train d'essayer plusieurs formes de manœuvres. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que les gros moyens des déstabilisations où une grosse armée vient directement avec des gros chars, on connaît déjà ça. Ça va alerter directement la meute de pouvoir se mettre en main. Donc, les gars utilisent d'autres systèmes aujourd'hui. J'attends la sortie de l'Union africaine. On n'avait jamais tenté, par exemple, pour le 630 que tu es en train de dire. Donc, ils ont d'abord utilisé une première façon. Comment est-ce qu'on va faire? On capte d'abord les informations, le renseignement, mais je voudrais dire par là que le président Traoré devrait plutôt faire attention, du moins son entourage, dans ses déplacements, beaucoup plus dans ses déplacements, et puis dans ce qu'il consomme. Oui, dans ses déplacements et dans ce qu'il consomme. Parce que venir, la seule façon où on pourra le prendre, je dis la seule façon où on pourra le prendre, mis à part des bombardements, qu'on dise peut-être qu'on a eu à bombarder, ce sera par le fait qu'on le neutralise dans sa résidence. Et ce qui ne va pas être une mince affaire. Ce qui ne va pas être une mince affaire. Donc les gars, quand on filmait avec le drone, c'était pour avoir un peu une idée de la routine des mouvements et des points stratégiques. Comment est-ce qu'on peut passer pour pouvoir arriver par-ci ou par-là. C'est pourquoi j'ai parlé de ces déplacements. Parce que même les drones aujourd'hui, tellement ils sont hyper sophistiqués que vous pouvez avoir des drones même miniatures. Ou directement, c'est que voici ce par quoi on doit passer. Donc, Traoré, il faut faire attention à ce qu'il, lors de ses déplacements, à ce qu'il consomme. Et s'il est malade, de comment est-ce que les choses doivent être. C'est quelqu'un qui, au fur et à mesure, on doit remplacer le personnel qui est à côté de lui. Parce que ce n'est que comme ça que des personnes comme celles-là, on peut les avoir. Les systèmes où tu viens, tu fais ceci, c'est déjà connu. Donc, militairement et stratégiquement, on est déjà paré à ce genre d'initiative, sachant que ce sont des leaders qu'à tout moment, on peut intenter une action contre elles. Mais ils peuvent utiliser des moyens assez doux pour pouvoir les pénétrer. Des moyens plus insinueux, plus sournois, plus furtifs. Oui, et justement, pour parler de ces drones d'ailleurs, nous sommes en train de travailler également là-dessus. Je crois qu'on va proposer une autre réflexion. Vous savez que For You Media Africa, c'est la télévision des analyses. Et nous, on analyse tout. Et on connaît, c'est-à-dire que quand tu vois Pharaon en Thérésis, elle te sort une analyse géopolitique, là, tu vois Faune Noire, donc bientôt, là, on va analyser encore l'autre côté. Mais en fait, c'est pour dire que pour parler des drones, par exemple, le cas de Maduro et le couple Maduro, il y a eu ces informations, d'ailleurs, qui ont été révélées par Sputnik. Comment est-ce qu'ils ont été enlevés? On rappelle qu'ils ont été enlevés pendant leur sommeil déjà. Et pour cette information, vous savez que Donald Trump, lui, il parle, il donne les informations parce qu'il est fier de lui. Il est fier de ce qu'il a fait. Alors, pour cette opération, les États-Unis ont déployé 2 unités de la Delta Force dont les responsables avaient étudié les habitudes quotidiennes de leurs cibles avant l'enlèvement. Une flotte de drones furtif assurait donc une surveillance quasi constante du couple présidentiel pendant quelques jours. Voilà. Donc, on doit commencer à se méfier des drones. Des drones. Ces drones-là qui... Il faut faire attention. On doit commencer à se méfier des drones. C'est-à-dire que les drones, en fait, c'est des... c'est des épées à double tranchant. Les drones peuvent être bénéfiques si comme vous avez ils la peuvent possibilité, être... il faut enclencher une couverture anti-drone. Justement, comme celle qu'on a construite justement autour de Faustin Archange Touadéra, lorsque c'est quoi Africa Corp justement a construite autour de, je parle donc de cette puissance-là, de ce brouillard anti-drone justement, cette bulle pour justement ne pas intercepter et neutraliser certainement une attaque qui viendrait des drones. Je voudrais saluer un peu la technologie militaire d'Israël, même si je ne suis pas d'accord de ce qu'ils ont eu à faire. Ce qu'ils en font, oui. Et ils avaient un dôme. Un dôme. Le dôme de fer. Le dôme de fer. Donc, il était vraiment très difficile pour pouvoir pénétrer. Donc, c'est à cause de... Mais le dôme de fer a été touché, non? Non, il y a que ça a été touché parce qu'eux-mêmes, ils sont allés trop dans le mal. Donc, il fallait qu'on leur montre qu'on peut quand même caresser un peu votre dôme. Même le ciel n'a pas été d'accord avec eux. Il fallait qu'on les casse. Donc, ils ont été touchés. Non, mais vous ne voyez pas. Voilà les gars qui avaient déjà prévu quelque chose. Vous avez votre territoire. Vous avez votre couverture. Israël a toujours été un peuple de guerre. Israël s'est toujours battu contre les Madianites.
Tigranites, contre les ceci, contre Hébron, contre... C'est les guerriers, ces gens-là. Ils aiment la bagarre, les problèmes, la guerre, se bombarder. Ils ne se reposent pas, ces gens-là. Bon, mais le dôme de fer a quand même été caressé, et ça c'est bien, ça ce n'est pas rien. Bon. Voilà, sans transition, direction on reste quand même dans l'AES, parce que cette fois-ci on va au Niger. Oui, alors, les autorités nigériennes ont déclaré persona non grata. Ce 1er janvier 2026, Seydou Imourana, le premier conseiller à l'ambassade du Bénin à Niamey, la décision annoncée dans un communiqué du ministère nigérien des Affaires étrangères est donc justifiée par le principe de réciprocité. Cette mesure, selon le site internet Kwasi, cette mesure intervient après la demande formulée par les autorités béninoises début janvier exigeant le départ de 2 agents nigériens en poste à Cotonou, un officier de police et un fonctionnaire. En réaction, l'ambassade du Bénin à Niamey a annoncé la suspension de ses activités à compter du 5 janvier 2026, évoquant des circonstances indépendantes de sa volonté. Alors, on voit là donc une nouvelle escalade diplomatique aujourd'hui entre le Bénin et le Niger, alors que il y avait déjà un climat de tension entre les 2 États. On se souvient de cet autre épisode, d'ailleurs, qui n'est pas encore résolu. Le Niger qui a décidé de fermer ses frontières avec le Bénin parce que le Niger ne se sent pas en sécurité. En tout cas, se soucie de la sécurité de ses populations. Le Niger qui estime et pense d'ailleurs et accuse le Bénin d'accueillir des militaires étrangers, d'autre part de mercenaires, du moins des militaires étrangers et précisément français sur son sol à la frontière. Et le Niger n'est pas du tout rassuré, surtout tenant compte des relations aujourd'hui entre le Niger et la France. Le Niger qui, comme le Burkina Faso également, est un pays qui a subi, ou alors qui continue d'ailleurs de subir cette tentative de déstabilisation. Alors, le Niger avait saisi les autorités béninoises, il y a eu cette tension qui a duré quand même plusieurs semaines. Jusqu'à présent, la situation n'est véritablement pas réglée, même si les populations essayent, parce qu'on dit souvent, entre les peuples, il n'y a réellement pas de problème. Les populations essayent de communiquer ça et là, parce qu'il faut le dire, il y a des échanges en termes de commerce, par exemple, sur le plan économique, on va le dire comme ça, entre les 2 peuples. Mais sur le plan politique, c'est-à-dire que diplomatique, entre les 2 États, la tension est assez palpable. Et maintenant, on a touché l'autre point, le point diplomatique. Alors, si on s'en tient à ces informations, c'est le Bénin. C'est le Bénin qui a demandé au préalable à ce que son personnel arrête les activités diplomatiques du côté du Niger. Et le Niger a simplement réagi par principe de réciprocité. Alors moi, ce que je peux déjà dire, c'est que c'est vraiment dommage que 2 États voisins, 2 États frères, comme ça, s'entre-déchirent, et ça fait bien sûr comment je peux dire que c'est pour les États occidentaux, c'est bien, parce qu'on, comme on dit, diviser pour mieux régner. Mais maintenant, pourquoi est-ce que le Bénin prendrait-il cette décision aujourd'hui d'arrêter toute coopération diplomatique? On peut avoir des petits problèmes, même si c'est pas petit, mais on peut avoir des bisbires comme ça entre États, mais on se dit, ok, on reste comme ça, mais on va essayer de trouver peut-être des moyens. Mais lorsqu'on va plus loin, le Bénin qui enclenche donc l'autre levier, le levier diplomatique, on a quand même en droit de s'interroger sur ce qui se passe, ce qui se cache. Est-ce que, vraiment, avec tout le respect qu'on a pour les autorités béninoises, et pour le président Patrice Talon, ça interroge tout de même. On n'a pas envie de dire qu'il est manipulé, mais on a l'impression quand même que la décision viendrait, ou alors pourrait venir d'ailleurs. Surtout que lorsque le président Tiani interpellait les autorités béninoises en ce qui concerne la présence de ces militaires, entre guillemets, du côté du Bénin, le président béninois a fait une sortie. Le président Talon, il a dit, nous n'accueillons pas des militaires étrangers sur notre sol. Seulement, dernièrement, avec la tentative de coup d'État, on a vu ce qui s'est passé.
on a vu ce qui s'est passé. C'est une puissance étrangère qui a réagi pour venir en aide au Bénin. Donc, on s'interroge. C'est simplement une interrogation. Et donc, le Bénin aujourd'hui qui a lancé l'offensive en rappelant diplomatique. En rappelant ses diplomates et que le Niger réponde. Je pense que le Bénin est sans ignorer que si ça commence avec le Niger, ça veut dire que le Burkina Faso va suivre et le Mali également. Alors est-ce que ce serait, correct et judicieux que déjà 3 pays cessent toute action diplomatique, toute relation diplomatique avec le Bénin? Je n'en sais fichtre rien, mais je pense que c'est ce qui va suivre, parce que lorsque justement les Américains ont commencé avec cette histoire de refus de visa à certains citoyens, eh bien on se rend bien compte que le Niger n'a pas été le seul pays à rompre également, à appliquer le principe de réciprocité. Il y a le Burkina Faso qui a suivi, ainsi que le Mali. Et donc c'est ce qui risque donc de se passer avec le Bénin. Ok, alors lorsque le Bénin essuie sa tentative de coup d'État et que c'est le Nigeria qui vient à la rescousse avec l'impulsion de la France et qu'on retrouve encore une fois un C-130 au Burkina Faso, je pense que le Bénin est peut-être en train d'anticiper sur quelque chose, parce que je crois que le Bénin se rend bien compte que, je ne veux pas parler de représailles, mais que les relations quand même seront tendues. Je pense que le Bénin est peut-être en train de faire une fuite en avant, en attendant que ce soit ces 3 pays-là qui décident de fermer les frontières. Et encore que le Mali, le Burkina Faso, le Niger n'avaient aucun intérêt à rompre les relations parce que c'est quand même un pays frère. Il y a des ressortissants béninois, maliens, nigériens, autant au Bénin qu'il y en a au Bénin, autant qu'il y en a du Bénin au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Alors, est-ce que c'est une fuite en avant? La question est posée, j'ai envie de dire wait and see, comme disent nos cousins anglo-saxons, mais c'est quand même dommage et j'ai envie de creuser un peu loin, de débusquer le lièvre qui se cache derrière. Est-ce qu'il y a un lièvre? Oui, certainement, parce qu'un pays ne peut décemment décider de rompre des accords comme ça, ce sont comme des relations importantes, sans qu'il y ait une véritable raison derrière. Est-ce que le Bénin est déjà en train de vouloir se mettre en autarcie par rapport à ces pays-là? Est-ce que c'est une forme d'ostracisation, d'ostracisme que les pays derrière, les pays qui soutiennent, le pays auquel est inféodé le Bénin, ça me fait mal de le dire, mais force est de reconnaître que c'est la vérité. Est-ce qu'il n'y aurait pas une pression finalement derrière qui voudrait que le Bénin déjà se mette déjà en autarcie par rapport aux pays justement qui sont aujourd'hui en but à des coups d'État, à des attaques, à des tentatives de déstabilisation? Est-ce que finalement aujourd'hui le Bénin serait en train d'être instrumentalisé? Ce serait vraiment dommage. Voilà. Ce que moi je vais indiquer, c'est quoi? C'est que l'action diplomatique, à côté, bien sûr qu'il y a une mainmise, notamment des puissances étrangères, c'est que cela n'a peut-être pas été dit officiellement par le Bénin, mais je soupçonne le Bénin de penser que la possible tentative de déstabilisation serait venue des pays de l'AES et principalement du Niger. Parce qu'avant que cela n'arrive, il faut indiquer que le président Tiani, qui avait justement, dans un message d'attention, avait fait remarquer au Bénin que il y a des puissances étrangères sur ton sol, porte-avions, qui sont venus par la mer et qui s'entraînent du côté du nord du pays, ce qu'avaient totalement indiqué en faux les autorités béninoises. Et le Niger avait maintenu ce ton-là. Et bien avant, ou bien par la suite, on a eu à observer quelque temps le tour du Niger fait par le général Tiani, qui mobilisait notamment ces hommes en leur faisant comprendre que l'ennemi est à nos portes. Et cet ennemi-là se trouve juste à côté. Le doigt était pointé vers le Bénin et il a appelé les populations nigériennes à pouvoir comprendre le sens du combat qui est en train d'être mené. Alors, quand on assiste par la suite donc, à cette situation du côté du Bénin, on ne parle pas clairement. Mais il y a des éléments qui portent à croire que dans le langage du Bénin, et puis avec notamment le soutien de ces puissances noires, c'est que ça viendra de l'AES. Parce que bien après qu'il y a eu justement cela,
qu'est-ce qu'on fait? C'est plutôt un C113 qui va du côté du Burkina Faso. Donc, c'est de façon très claire, et que de façon silencieuse, ils n'ont pas seulement eu le courage, peut-être parce qu'ils n'ont pas eu des éléments probants sous la main, mais se sont dit que certainement le pays qui voudrait nous mettre en mal dans cette action-là où nous sommes, parce que c'est le Bénin. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on débarque 2 fonctionnaires du Niger au niveau de l'ambassade qui se trouve à la capitale du Bénin, Cotonou. Cotonou, voilà, merci. On les accuse d'actions subversives. Cela voudrait dire par là qu'ils étaient en train de mener un plan quelconque qui vise à mettre en mal la souveraineté du Bénin. Vous comprenez un peu là où ça va? Donc, ça veut dire que les gars, dans leur tête, c'est que c'est là-bas. Mais ils ne se prononcent pas. Sinon, pourquoi aller dans ce sens-là? Donc, aujourd'hui, quand le Niger, tout comme les pays de l'AES, font ce qu'ils savent faire, c'est que tu me lances, je te lance. Quand ils font cela, le Bénin active directement le pivot diplomatique en disant qu'on va couper. Mais vous comprenez dans quel sens est-ce que les gars sont en train de partir. C'est dommage parce que si les intérêts des gens d'ailleurs viennent mettre à mal 2 pays frères, 2 pays voisins, ça pose énormément un problème. Le Bénin et le Niger pouvaient rester là, chacun dit ok, moi je suis de l'AES, moi je suis de la CEDEAO. Ça ne devait poser aucun problème. Les populations devaient vaquer librement à leurs occupations avec les échanges. Il y aurait une cohabitation. Oui, on le voit. On parlait du cas du Togo maintenant. N'est-ce pas, le Burkina Faso est là? N'est-ce pas, le Burkina est dans l'AES? Le Togo est dans la CEDEAO? Il n'y a pas une communication qui se fait là? Les gars communiquent. Il y a des familles qui sont liées. Il y a beaucoup trop de choses. Mais en venir jusqu'à ce niveau-là, on comprend clairement que l'ennemi a eu à bien orchestrer, il a eu à bien manœuvrer, à bien muler son projet. Et tel que c'est en train de partir, ça va aller à une forme d'enlisement aujourd'hui où il y aura vraiment, ils vont se regarder en chaîne de faïence que de l'autre côté, je suis du Niger, je suis du Bénin, de véritables ennemis. Pourtant, au départ, ça pouvait être que non, je n'apprécie pas ta façon dont tu es en train de gérer. Vraiment, je voudrais que tu gères bien. Je voudrais que. Mais tel que c'est en train de partir, ça va prendre une autre ampleur diplomatique à tel point qu'il sera véritablement difficile de pouvoir apporter une certaine cohésion entre les peuples du Niger et les peuples du Bénin. Et tout ça pourquoi? Parce qu'il y a eu un agent extérieur qui a eu à manœuvrer. Donc, aujourd'hui, le Niger est pris comme l'acteur de mise à mal du trouble de la gestion du pays. Ça veut dire que s'ils n'ont pas eu à prendre les faits avec le président Talon Monde de renverser, ça veut dire que c'est le Niger qui est la pièce maîtresse. Au moment où on est en train de vouloir préparer les élections d'ici 3 mois, ce Niger-là est en train de planifier comment trouver une faille, comment renverser. Moi, en fait, ça, c'est mon point de vue au regard de ce que je suis en train de dire. Et malheureusement, c'est ce qu'on est en train de vivre. Maintenant, est-ce que le Bénin, en le faisant, le fait pour le mal du Niger, je crois également que c'est lui de Bénin aussi qui va devoir souffrir dans cette action. Et ce sont les populations qui vont souffrir malheureusement parce qu'il n'y aura plus cette possibilité, cette communication-là de pouvoir aller. Bon. Si le Bénin le faisait se disant que parce que le Niger est proche et qu'il y a le port de Cotonou qui est là, il y a Porto Novo qui est là, le Niger va devoir prendre une autre action ailleurs. Il y a malheureusement, on n'aime pas souvent le général, il s'appelle comment, le général de la Conakry là? Doumbouya. On dit souvent que, mais au moins il est quand même mauvais. On peut toujours utiliser le port de Conakry pour pouvoir arriver. Il y a le port de Lomé au Togo qui est là. Il y a même le port d'Accra qui peut toujours servir. Donc le Bénin ne va pas couper les pieds au Niger en posant cette action, mais le message est clair, c'est que le Niger est pas l'instigateur, du moins le pion qui voudrait mettre en mal le Bénin. C'est ça le message du Bénin. Au regard qui n'a pas osé dire comme ça. Oui, qui n'a pas osé dire. C'est ça le message. Parce que à partir de ce qui s'est vécu, et là maintenant qu'on accuse des gens qui sont d'une diplomatie de malversation subversive dans un territoire, cela porte à croire que les gars planifient quelque chose qui vraiment ne peut pas être contrôlé.
Eh bien voilà, merci beaucoup à vous d'avoir commenté cette actualité avec nous ce matin. Merci. Et nous allons donc, il nous reste quoi, pratiquement une trentaine de minutes pour la suite de notre programme. C'est le Grand Talk de For You Radio. 2 thématiques, bien sûr, étaient à l'ordre du jour. Nous avons proposé l'actualité au Burkina Faso avec ses tentatives de coup d'État déjouées. Et ensuite, bien sûr, le Niger et le Bénin, les tensions, en tout cas, reprennent de l'ampleur avec ce qu'on pourrait appeler cette rupture des relations diplomatiques entre les 2 États. Alors, la suite, c'est la chronique de Faharon Anterizis. Oui. Alors, Faharon Anterizis, de quoi est-ce qu'on parle ce lundi? Je vous amène à Ouagadougou. D'accord. Je vais vous faire voyager à travers les pages d'un roman qui s'intitule Putsch à Ouagadougou. Eh bien, c'est un roman, c'est le roman de Gérard de Villiers qui est paru en 1984 et qui faisait état de ce que, bon, là, ça reste dans la fiction, mais sauf que la fiction, à un moment a rejoint la réalité parce que 3 ans plus tard, c'est-à-dire qu'on est en 1987 et on vit justement le renversement, l'assassinat de Thomas Sankara. Alors, est-ce que c'était une évidence? Est-ce que c'était une prémonition? On va le savoir, mais je voudrais que nous revenions quand même à la jeunesse pour savoir qui est Gérard de Villiers. Je pense que tous ici, autant que vous êtes du moins, vous d'une certaine génération, vous connaissez Gérard de Villiers. Je parle de mon cousin, je parle de toi, Siké Doumbé. Je parle également de Martin. Alors Gérard de Villiers était un journaliste, écrivain et éditeur français né le 8 décembre 1929 et décédé le 31 octobre 2013 d'un cancer du pancréas. Bon, entre 1965, date de son premier SAS. Alors SAS signifie Son Altesse Sérénissime, oui, voilà. Et donc, de son premier roman, donc SAS, et de sa mort, il a écrit et publié 200 SAS, qui sont des romans d'espionnage dont le noyau dur, selon lui, est 80% de réalité. Alors en janvier 2013, un article du journal américain The New York Times revient sur sa carrière et l'intérêt que portent les services secrets au monde entier, du monde entier à son œuvre. Il est présenté comme l'écrivain des romans d'espionnage le mieux informé de son groupe. Alors je rappelle quand même que Gérard de Villiers a écrit des SAS, en fait, qui reviennent sur la géopolitique. La géostratégie, il parle beaucoup d'inféodation des pays, il parle beaucoup de coups d'État, il parle beaucoup de renversement de nations, de corruption des représentants diplomatiques, des représentants des pays et tout ça. Et donc, en anticommuniste déclaré, il dresse dans ses récits fictifs des événements géopolitiques, comme je le disais, qui allaient se produire quelques mois plus tard. Alors, se présentant lui-même comme un conteur de faits pour les adultes, Gérard de Villiers renvoie le mérite de son œuvre à la qualité de ses informations constituées de journalistes, de diplomates et des agents des services secrets disséminés à travers le monde. Des informateurs qu'on retrouve au fil de ces pages. D'ailleurs, il était élu par les présidents français Valéry Giscard d'Estaing qui le soupçonnait justement d'appartenir aux services secrets. Alors lui s'en défendait, il disait que c'était pas vrai. Et pardon, des gens qu'il connaît bien, qu'il respecte et qui, eux, en retour, le respectent. Et alors, il a connu les plus grands espions français, anglais, allemands et américains. Alors, je voudrais quand même que nous revenions donc sur le cœur de ce qui nous concerne aujourd'hui, de ce qui nous regarde aujourd'hui, en parlant donc de Putsch à Ouagadougou. Alors, de ces messages passés en 1984, le Burkina Faso les a reçus le 15 octobre 1987 dans Putsch à Ouagadougou. Gérard de Villiers fait le nomastique de l'actualité internationale. Il s'imprègne de l'actualité des représentants politico-médiatiques occidentaux sur Thomas Sankara pour construire un roman d'espionnage digne de James Bond, étrangement près de la réalité qui allait secouer le Burkina Faso 3 ans plus tard. Donc je vous ai rappelé que le SAS Putsch à Ouagadougou a été écrit en 1984 et bizarrement, comme par hasard, Siké Doumbé, en 1987, on sait ce qui est arrivé au Burkina Faso à travers Thomas Sankara. Alors, la façon dont est présenté, écoutez-moi bien, ça vient pas de moi, ça vient donc justement de l'article que je suis en train de vous lire, Putsch à Ouagadougou. Alors, la façon dont est présenté Thomas Sankara est dans la ligne des représentations politico-médiatiques occidentales et anticommunistes de l'époque. Selon Gérard de Villiers, c'est un dictateur de la pire espèce, un voyou protégé par le KGB russe qui massacre toute personne s'opposant à sa politique autoritaire. Le Burkina Faso est présenté comme une jungle où régnait la terreur, une vraie loi des plus forts symbolisée par les milices armées
et les mercenaires recrutés par leur cruauté dirigés par Emmanuel Bangaré, véritable sanguinaire au bras droit de Thomas Sankara. Alors le tonton Macoute du régime, offert gracieusement au PF par l'autre dictateur marxiste-léoniste du Ghana, Jerry Rawlings. Alors Gérard de Villiers dresse un portrait antinomique contraire aux antipodes de la réalité sur Sankara. Il est misogyne, alors que nous savons que le combat visionnaire de l'homme pour l'émancipation de la femme, il a détruit la nature, alors que nous savons aussi le combat qu'il a mené pour la sauvegarde de l'environnement, etc. En bref, Thomas Sankara était l'archétype du diable pour Gérard de Villiers. Il fallait s'en débarrasser, car 90% de la population était contre lui, et mettre la tête le colonel Ouedraogo, qui était l'inverse de Sankara, du bon dirigeant anti-marxiste gentil et qui aime les Occidentaux. Ainsi, le point de départ du putsch qui devait destituer Sankara après avoir facilité secrètement le retour du colonel Ouedraogo au Burkina, était la base militaire du Po, où l'ami de ce dernier, le colonel Kolgo, avait préparé ses troupes pour l'assaut final. Salut camarades, nous t'attendons et nous sommes prêts à te suivre, mort à Sankara. Est-ce que ça vous rappelle un petit peu le putsch manqué de 1987, alors que 3 ans plus tard, ce roman sortait. Et Gérard de Villiers, on a beau dire, on a beau le décrire comme tout ce qu'on veut, mais moi j'ai le sentiment quand même qu'il avait l'information. Je ne sais pas comment il réussissait à infiltrer les gouvernements. Je ne sais pas s'il avait des espions un peu partout dans les pays qu'il avait projeté de décrire dans ses altesses, son Altesse Sérénissime. Et il faut rappeler que le personnage principal des SAS, eh bien, c'est Malkoling. C'est un espion autrichien qui a les yeux dorés et qui, lui, il infiltre les gouvernements. Il fait parfois... déjà, c'est un espion de la CIA. Et justement, les impérialistes avaient accusé Thomas Sankara de despote, de l'homme qu'il fallait abattre pour justifier justement son renversement. Et ce qui est dommage quand même, c'est que cette manipulation marche parfois, c'est-à-dire qu'on peut faire passer quelqu'un, au contraire quelqu'un de noble, pour un dictateur, pour un tyran, pour un despote, comme on l'a fait avec le guide libyen Kadhafi. C'est la meilleure façon généralement en fait pour pouvoir y arriver. Justement, oui. Alors moi ce que je voudrais ressortir aujourd'hui, je vous ai parlé de cet article parce que justement aujourd'hui c'est le capitaine Ibrahim Traoré qui est sous les feux de la rampe, c'est lui qui est sur les braises ardentes aujourd'hui et nous avons le devoir de le protéger. Hein. Nous avons le devoir de le protéger parce que c'est quelqu'un qui veut la souveraineté de son pays et en particulier et de l'Afrique en général. Alors c'était une façon pour moi de saluer la mémoire de Thomas Sankara qui qu'on a fait passer pour quelqu'un qu'on a fait passer pour l'homme à battre, et pourtant c'est quelqu'un qui avait une vision, qui avait une idéologie, qui voulait un Burkina Faso prospère, qui voulait un Burkina Faso riche, qui voulait un Burkina Faso souverain. Mais ça n'a pas plu à la CIA. Ça n'a pas plu aux Américains et il fallait qu'on trouve quelqu'un à côté qui était son meilleur ami pour justement diriger cette action-là, pour la mener à bout. Malheureusement, elle a eu du succès. Et aujourd'hui, quand même, c'est comme un retour à Thomas Sankara, c'est comme une réincarnation de Thomas Sankara en la personne du capitaine Ibrahim Traoré qui forcément dérange et qu'il faut abattre, quels que soient les moyens qu'ils vont utiliser. J'ai envie de dire que tout chemin mène à Rome, mais ça ne va pas réussir. Et je voudrais saluer ici les forces de défense du Burkina Faso actuelles parce que grâce à elles, je veux dire que ces forces-là ont réussi à mettre à mal, à déjouer le complot qui visait à renverser un digne représentant de Thomas Sankara et par conséquent un digne fils de l'Afrique et de Mama Africa. Voilà. C'est clair que effectivement Ibrahim Traoré est aujourd'hui à tout point de vue un peu considéré comme la réincarnation de Thomas Sankara, que ce soit en ce qui concerne sa vision, sa persévérance, sa résilience. Pour ceux qui ont étudié l'histoire de Thomas Sankara, on se retrouve directement lorsqu'on voit Ibrahim Traoré aujourd'hui à l'œuvre. Mais ce que je retiens également dans cette histoire, c'est que effectivement, peut-être 2 points déjà, parce que tout à l'heure tu as posé la question comment il faisait pour avoir les informations. Malheureusement,
je n'ai pas envie de classer M. De Villiers soit dans un camp, soit dans le camp occidental ou autre. Mais effectivement, ils ont cette facilité. C'est un peu comme si je vous demandais aujourd'hui comment est-ce que les médias étrangers font pour aller... Vous allez voir, ils vont produire un documentaire et ils vont vous dire dans le documentaire, nous sommes allés à la rencontre du chef de l'État islamique. Par exemple. Ouais. Eux, facilement, ils ont accès à ces terroristes. On leur accorde des interviews. Ils parviennent à avoir de l'exclusivité. Voilà. On a vu ici au plus fort de la crise dite anglophone du côté du Cameroun, on a vu certains médias étrangers, on ne sait pas comment, mais qui réussissaient à recueillir des propos des leaders de ces groupes, entre guillemets, sécessionnistes. Et voilà, souvent c'est comme ça. Moi, je pense qu'ils sont souvent, pour la plupart, utilisés comme des ONG, certaines ONG qui sont utilisées pour justement divulguer cette propagande. Maintenant, en ce qui concerne l'information aussi, parce qu'à côté de ça, tu as relevé le fait que Thomas Sankara était présenté comme ci, comme ça, et ainsi de suite, en faisant pour justifier justement, pour trouver un prétexte. Voilà, en faisant le parallèle avec Muammar Kadhafi. En fait, ça doit nous amener à comprendre qu'il est important aujourd'hui de construire notre narratif. Il est important aujourd'hui de renforcer, en tout cas, la puissance de nos médias. Parce que, oui, il y a For You Media, oui, il y a d'autres médias panafricains, mais il en faut encore, ce ne serait pas mauvais qu'il y ait encore d'autres médias, d'autres personnes qui portent aussi cette voix, parce que eux, ils sont très très bien organisés et ils sont arrivés aujourd'hui à diaboliser certains de nos dirigeants, pas que, parce que il faudrait pas qu'on confonde aussi, hein, on n'est pas là pour apporter du soutien aux dirigeants, c'est-à-dire même s'ils font n'importe quoi, on dit non, c'est parce que c'est l'Occident, non. En fait, ce qu'on veut dire, c'est que on ne peut ne pas tenir compte du fait qu'il y a un narratif qui est conçu aujourd'hui, surtout lorsque l'Occident... D'ailleurs, on le voit avec le Venezuela, on venait d'en parler. Donc, pour les États-Unis, celui qui est actuellement au pouvoir ou qui était actuellement au pouvoir était un dictateur, un narcoterroriste, alors il faut absolument le dégager. Or, nous, il nous faut justement ce narratif-là, il nous faut cette vision-là qu'on devrait justement imposer à nos différentes populations. Et tout cela, effectivement, passe aussi par la communication. Comme quelqu'un le rappelait encore ce matin, qui a l'information a le pouvoir. Oui, et je voudrais également mentionner un fait, Kedoumbe et Fonmoira, que nous devons faire absolument attention aux organismes et autres ONG qu'il y a dans nos murs, dans nos pays, par exemple peut-être des sociétés, des multinationales, peut-être étrangères, parce que en reconstituant et en faisant le parallèle entre le film de la mort de Thomas Sankara et le récit fictif de Gérard de Villiers, on a froid dans le dos. Parce que comment un écrivain pouvait décrire avec une marge d'erreur de 20% un événement d'une telle gravité géopolitique? Les dons de voyance, il n'en avait pas. Il est clair donc qu'il travaillait en étroite collaboration avec les différents services secrets occidentaux pour être au parfum de toutes les opérations que concoctaient concomitamment ces derniers dans un contexte de lutte contre le bloc de l'Est. Peut-être aller même encore un peu plus loin. Lorsqu'on regarde aujourd'hui, pour la plupart des films américains, vous allez voir que ces films aujourd'hui, lorsque vous regardez, il y a beaucoup de films américains, surtout ceux-là, bon, pas les films d'amour, je veux dire surtout ceux-là qui mettent en avant, qui mettent en évidence que ce soit les aspects politiques ou géopolitiques. Vous allez voir qu'il y en a beaucoup qui décrivent ce qui va se passer dans 5-10 ans. Donc, justement, nous, on devrait... C'est pour dire quoi? On en parlait ici il y a encore quelques jours, d'ailleurs sur ce plateau, pour dire que les Occidentaux sont très patients. Nous, quand on réfléchit, quand on pense nos pays, on se dit, oui, dans 2 ans, on va faire ceci. Dans 3 ans, on va faire ceci. Mais eux, ils pensent sur 15-20 ans. Eux, ils pensent 15, 20 ans, 30 ans. C'est-à-dire que nous, on pense, dans 3 ans, on va faire ceci, parce qu'on se dit, je serai encore là. On ne pense pas à celui qui sera là après. Eux, ils pensent, ils savent que dans 20 ans, il ne sera plus là. Mais il sait déjà ce qu'il va faire dans 20 ans. En fait, c'est ça. Donc, c'est pour dire que moi, effectivement, je pense qu'il est... il pourrait faire partie de ces espions-là, voilà, malheureusement, qui sont nombreux ici en Afrique.
Donc, on va dire que pour sortir, hein, mesdames et messieurs, donc SAS putsch à Ouagadougou, en plus des autres événements internes et externes, semblait être une préparation, un avant-goût, un avertissement pour un futur qui allait être fatal à Thomas Sankara. Voilà. Eh bien voilà, c'était la chronique de Pharaon Antérésis qui nous a mené du côté du Burkina Faso. Merci infiniment. C'est moi. Nous allons poursuivre cette fois-ci avec Faune Noira pour l'actualité. De quoi est-ce qu'on va parler ce jour, Faune Noira? Oui, on va parler de quelques sujets, notamment sur le plan du Cameroun. Il faut dire que comme on n'avait pas eu le grand top depuis là, Paul Biya a tenu son discours, notamment de fin d'année et puis de projection de 2026. Il a appelé les Camerounais beaucoup plus à l'unité, à ne pas céder à d'autres formes. Il a eu indiqué qu'il reste dans la posture de son discours d'investiture, les femmes et les jeunes. Et d'ailleurs, il y a un fonds concernant les jeunes pour le financement des projets qui a été ouvert à hauteur de 50 milliards de francs CFA, qui va être fait pour cette nouvelle année 2026. Et puis, ce qu'on doit aussi savoir, c'est que les priorités, il va les mettre en avant avec son nouveau gouvernement qui va être formé dans quelques jours. Vous avez vu la toile ces derniers temps-ci était en pleine effervescence parce qu'on attend toujours le nouveau gouvernement que devra former donc le président Paul Biya. En effet. Passé ce cap-là, on a le cap notamment d'une affaire qui concerne un confrère décédé, mais qui n'a jamais été enterré jusqu'ici. Malheureusement, la reprise du procès de Martinez Ogo a commencé encore ce lundi. Du côté du tribunal militaire de Yaoundé, dès 10h, on parle de la suite du cross-examination de l'audition donc du témoin du commissaire divisionnaire Elong Lobediem. Il faut dire qu'il y a eu de nouveaux éléments qui sont venus et qui portent à croire davantage que l'affaire commence à vivre une autre ampleur. Le procès qui a donc été ouvert ce 5 va s'achever, bien sûr, fermer demain, en attendant de voir ce que le tribunal militaire va proposer. Est-ce qu'on va devoir continuer avec peut-être la phase notamment on appelle souvent ça, pour le moment on connaît la phase des auditions, hein, mais des débats, je voudrais justement la phase des débats. Est-ce qu'on va y aller? Dans ce cas-là, est-ce qu'on va encore pousser un autre aspect, un autre point? Toujours est-il que pour le moment, on n'est pas encore sorti de l'auberge. L'actualité sportive, elle voudrait dire que le Cameroun s'est qualifié pour les quarts de finale en battant les Bafana de l'Afrique du Sud 2-1. Et le ministre des Sports, au nom du gouvernement de la République du Cameroun, a eu à débloquer ou bien ordonner un financement, qualification et prime de 18 180 000 francs CFA pour chaque joueur afin de les motiver et de les galvaniser. Vive la République. Donc c'est très important de pouvoir. Il ne fallait pas qu'on leur donne ça maintenant ou qu'on annonce. Fallait pas qu'on parce que depuis ils sont en train de gagner et ils n'ont pas eu besoin de c'est cette une motivation. Annonce. On ne dit pas non, c'est qu'on allait les motiver. Parce que les joueurs que vous aviez avant là, c'est parce qu'ils étaient devenus millionnaires. Bon. Et puis ils faisaient ce qu'ils faisaient sur le terrain là. Vraiment qu'on laisse les enfants, les gars là jouer sur le terrain. Depuis qu'ils jouent là, ils n'ont pas eu les millions là. On sait qu'on allait leur donner les millions. Oui, ces joueurs. Peut-être que la prime va, peut-être que la perspective des primes va les galvaniser davantage. Je me dis, ce qui est sûr, ils allaient avoir une prime. Non, une chose est sûre. Je pense que dans le pays, si on aime trop parler en termes d'argent, de primes, on a l'impression, on s'est dit que les gars sont en train de jouer, ils n'ont pas. C'est pas qu'ils n'ont pas besoin de cette. Ils en ont effectivement besoin. Je suis d'ailleurs d'accord. Qu'on leur donne, mais que ce soit pas comme si on veut trop. Depuis qu'ils jouent là, ils sont avec ce qu'ils ont. Et ils jouent. Et ils ont donné ce qu'ils ont pu donner. Donc, nos millionnaires et milliardaires qu'on avait sur le terrain là. Parce que même la Godasse coûtait même 10 millions. Donc, pour que le ballon touche ça, il faut faire un genre. Il ne faut pas que ça le lasse. Tu vois un peu, non? Donc, une chose est sûre, comme disait Hugo Bross, l'ancien
coach des Lions, qui avait donné la CAN avec les Lions en 2017. C'est de la même manière dont les Lions sont partis au Gabon. Ils allaient faire quoi? Et puis lui-même, il a été surpris. Hein? Il a oublié qu'il y avait le Fighting Spirit et puis le Himmler du côté du Cameroun. Il a eu à indiquer qu'il y a quelques individualités, c'est vrai, mais c'est le collectif qui est bon. Parce qu'en ensemble, ces gars jouent vraiment avec le cœur. Chacun vraiment se dédouble. Rien à voir que je suis attaquant. Vous voyez Mbembo qui vient tacler pour barrer en arrière. Vous comprenez que c'est pas une mince affaire. Vous avez des Tchamadeux qui deviennent des attaquants qui marquent des buts. Donc, tout le monde fait tout ce qu'il peut. Tout le monde a le fighting spirit. Fighting. Et puis, et passé, on doute encore, mais il nous a fait quelques... Il est passé arrêté deux balles qui étaient dedans. Ça entrait, oui. Quelques arrêts d'araignée à la Thomas Nkono. Il a plongé. Oui. Non, il est passé à faire... Quand il a arrêté... C'est normal. Ouais. Ah, c'est normal qu'il soit heureux d'avoir fait un exploit, c'est normal. Si l'esprit de Nkono l'habite, c'est normal. L'araignée. Voilà. Attention. On a trop saboté mon gardien. Lequel est passé? On dit qu'il n'a pas... On dit qu'il n'a pas vraiment de tort. Mais hier, il a dit aux gens que il passé prendre la... Bon, même le but qui est entré, il a été beaucoup... non, on appelle souvent ça comment? Il y a eu une sorte de barrière devant lui. Il ne pouvait rien faire. Oui, il ne pouvait même pas. C'est passé devant lui, mais à bout portant, mais il ne pouvait rien faire parce que des joueurs ont fait écran et puis il ne s'est pas en sorti. Alors, il y a un sprint là que Mbembo a fait. Je ne sais pas si vous avez vu. Oui. Non, je n'ai pas vu le sprint. Ce gars court. Oui, non, il court. Mais il court. Comme Bumbu Emile, ça vous rappelle Bumbu Emile? Oui. Mais il court, mais c'est pas possible. En fait, à peine, c'est le caméraman, en fait, il fallait que le caméraman le suive. Non, mais sérieusement. Non, mais ces gars, franchement, ils nous font vraiment chaud au cœur. Ils sont en train de déconstruire. Et il y a des journalistes marocains qui sont en train de trembler. Qui disent que vraiment que le Cameroun, c'est un briseur de rêve. Le Cameroun aime être dans une mauvaise posture, une posture de méchant, pour détruire, pour déranger. Ah, j'adore ça. Donc, ils ont déjà, ils craignent. Et ça va être chaud vendredi. Hein? Ça va être chaud. Vendredi. C'est à quelle heure déjà? Le match sera à 20h. C'est quoi avec la nuit? Le match sera à 20h. Vendredi, c'est le week-end. Il ne faut pas qu'ils nous fassent... Non, ce sera à 20h. De toute façon, on va d'abord assister à un Mali-Sénégal. Bien avant d'abord, à 18h. Et puis... Côte d'Ivoire-Burkina Faso, c'est quand? Côte d'Ivoire-Burkina Faso, c'est demain. Deux frères. Voilà les deux pays là qui aiment toujours s'accuser. C'est les Burkina. Voilà, c'est deux frères. C'est sur le terrain. Oh, vous avez envoyé nos militaires. Oh, nos militaires sont... Oui. Donc, vous habitez une base arrière qui peut nous déstabiliser. Donc, demain, alors, c'est sur le terrain. Ça va se jouer. Et puis, à l'échelle internationale, puisqu'on a parlé du Venezuela, il faut dire que le sénateur de la Caroline du Sud, Lindsey Graham, alors qu'il était à bord notamment du Air Force One avec le président Trump, a eu à dire que, je vais reprendre ses propos, attendez le tour de Cuba. Cuba est une dictature communiste qui a tué des prêtres, des religieuses, qui a pillé son propre peuple. Ces jours sont comptés. Nous nous réveillerons un jour, j'espère en 2026, où nous aurons des alliés dans ces pays, dans notre arrière-cour, qui coopèrent avec les États-Unis et non des dictateurs narco-terroristes qui tuent les Américains. Donc, c'est un sénateur républicain de la Caroline du Sud qui est en train de dire que le prochain pays... Oui, c'est Cuba. C'est Cuba. Donc, la Colombie commence à se préparer parce qu'à tout moment, ça va faire fort. Du côté de la France, il y a l'état d'urgence. Le Cornu a imposé 70 mesures efficaces pour rendre un peu souple la gestion du gouvernement à une vingtaine de ministres. Vous savez que la France, depuis, a l'accord d'Oko, donc est temps de trouver des moyens pour s'en sortir. Et du côté notamment de la Guinée-Conakry, alors le Conseil constitutionnel, la Cour suprême, parce qu'il est là-bas, a confirmé la victoire donc, du président sortant Mamadi Doumbouya à l'élection présidentielle. Donc Doumbouya n'est plus un homme en tenue. Doumbouya est désormais devenu un civil. Oui. Il a dit qu'il allait remettre le pouvoir aux civils. Non, il a remis le pouvoir aux civils. Il a remis le pouvoir aux civils. Je ne sais pas pourquoi ça crée un débat. Donc il a remis le pouvoir aux civils. Voilà, très important. Nous parlons tout à l'heure d'une question ici. Et là, ce sont nos confrères qui ont proposé. Imaginez, qui a eu à dire ça? C'est la réaction notamment
l'ancien président équatorien, c'est lui qui a déclaré cela donc au micro de RT. Il dit que imaginez que la Russie capture Zelensky. Donc, imaginez. C'est-à-dire que c'est la même chose qu'on est en train de vouloir dire. Quand on disait ici là que les gens veulent faire une comparaison. Parce que la Russie peut aussi décider. Imaginez que la Russie capture Zelensky. Corée dénonce l'hypocrisie après l'enlèvement de Maduro par les États-Unis. Il parle d'une réaction tiède de la communauté internationale face à l'action de Washington et ainsi de régression civilisationnelle. Voilà, donc c'est ce que on peut donner en termes d'informations pour ce jour. Merci beaucoup. Faune Noira pour ces informations. Nous allons poursuivre et sortir. Je crois qu'on a encore environ 5 à 7 minutes pour nous dire au revoir et peut-être rapidement avec le 11 pas. Le Conseil de sécurité des Nations Unies va tenir aujourd'hui une réunion d'urgence sur le Venezuela. Oh, enfin. Donc, on verra bien. On en parlait déjà d'ailleurs il y a quelques minutes. Ce qui va en sortir, qu'est-ce qu'on va prendre comme résolution, mais surtout, est-ce que les États-Unis vont respecter cette résolution? Il faudra bien les forcer à respecter. Comment? C'est-à-dire qu'il faudrait déjà... Les Nations Unies, comment? Oui, avant toute négociation, que Maduro soit restauré. En même temps, qu'il soit libéré. Oui, qu'il soit libéré et qu'il soit restauré. Tout à fait. Parce que sinon, ça va à l'encontre même des principes de diplomatie. Bien sûr. Voilà. Les gars vous disent que tous ceux qui coopèrent, nous sommes avec eux. Mais si des gens sont... On va sévir. Oui, on va sévir, mais pas possible cette affaire. Alors, toujours en ce qui concerne le Venezuela, s'il ne se comporte pas bien, nous lancerons une deuxième frappe, selon le président américain. Il a aussi menacé de mener une autre opération militaire contre la Colombie et bien sûr aussi le Groenland. Il dit qu'ils ont besoin du Groenland pour la sécurité des États-Unis. Donc, pour qu'ils se rassurent de leur sécurité, ils ont besoin du Groenland. Ce qu'on a refusé à la Russie. Avec l'Ukraine. Le 2 poids 2 mesures. Alors, la Cour suprême de Guinée a confirmé effectivement la victoire de Mamadi Doumbouya à l'élection présidentielle du 28 décembre avec 86,72% des suffrages. Il est élu pour un mandat de 7 ans. Plus de 30 personnes ont été tuées et plusieurs enlevées dans un village à l'ouest du Nigeria. Ça continue. Donc, plus de 30 personnes tuées. Oui, enlevées. D'autres enlevées. Le Nigeria, c'est ce pays-là qui est quand même allé porter secours. Au Bénin. Et c'est ce pays qui avait parlé d'un état d'urgence. On ne voulait pas que les militaires aillent en congé. Ils avaient des problèmes dans leur pays, mais ils sont allés prêter main forte pendant que ça chauffait dans leur pays. Et après, les États-Unis sont venus frapper dans leur pays pour les aider. Voilà. C'est bizarre quand même. Hein. Très bizarre. Donc, comme quoi il n'y a pas d'amitié qui tienne. Non. C'est pour dire que vous ne pouvez pas vous déclarer. Ça brûle chez vous. Mais vous quittez chez vous, vous partez plutôt. Puisque ça continue. Et le même Nigeria qui a envoyé un C-130 au Burkina Faso. C'est quand même terrible. Et on va peut-être sortir avec peut-être peut-être pas les images, parce qu'on va pas les images, mais vous savez ce qui s'est passé du côté de la Suisse dans lors du réveillon, le premier. Le crassement. Donc, voilà, il y a quand même beaucoup de morts, il y a encore des personnes qui sont recherchées. Et cela met en évidence, ou alors pose le problème justement de la sécurité, même lorsque nous allons, peut-être par rapport aux propriétaires de ces différentes enseignes. Oui, il faut chercher de l'argent, mais il faut mettre, parce qu'il paraît, il n'y avait pas de comment on appelle ça, les gaz lacrymo. Oui, les détecteurs même. De fumée. Voilà, de feu, de fumée. Ou de feu. Comment ça s'appelle, au niveau du plafond, c'était uniquement les éponges, les chiffons, et puis avec nos bougies là, quand on veut allumer ouvrir le champagne et tout, et c'est venu de là en fait. Et vous imaginez comment les gens sont restés brûlés parce qu'il n'y a pas d'issue de secours, il n'y a pas. Vraiment, c'est bien le gain, mais ce qui est encore aussi étrange, c'est qu'il y avait des enfants mineurs, 13 ans, 14 ans, admis dans les boîtes de nuit. Bon, on comprend qu'il n'y a pas qu'en Afrique. D'une quarantaine de morts. Pour le moment. Oui. Parce que les autres sont encore à l'hôpital.
Voilà, merci beaucoup. Merci à vous, chers auditeurs, téléauditeurs et téléspectateurs de For You Media Africa. Nous nous sommes arrivés au terme de cette autre édition du Grand Talk de For You Radio, la 96.3 FM. On se retrouvera bien sûr demain à la même heure, d'autres thématiques et certainement le même panel. Merci à Pharaon Antérésis. C'est moi. Merci Ankele. C'est quand même sursauté que c'est moi. Merci à Fond Noir. Merci également. Voilà, c'est la fin. On vous souhaite une belle journée, belle matinée. Restez en compagnie de nos programmes.